Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Grand Déballage spécial à décryptage du passage des ministres sur l'émission Le Gouvernement en Action. Vous le savez déjà, depuis quelques semaines, les différents ministres défilent sur nos écrans de télévision pour rendre compte des différentes actions, chacun selon son secteur. Ceci dans le cadre de l'an 1 du second quinquennat du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette émission de décryptage, nous reviendrons sur les différentes avancées, les actions à parfaire, les perspectives pour les 4 prochaines années. Célia Padonou, bonsoir. Bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, combien sont-ils cette semaine? 3, on va parler de 3 sur cette émission. Il y a le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenome, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, et le ministre des Sports, Osvaldo Meki. Alors, madame, monsieur, comme vous l'avez compris, il y aura 3 ministères à décrypter selon l'ordre que vient de nous rappeler Célia Padonou. Et tout de suite, je voulais vous inviter à bien recevoir mes invités chez vous. Retour sur ce plateau avec mes invités déjà installés. Romain Huouabile, président de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin. Bonsoir, monsieur Romain. Bonsoir. À côté de vous, Jordi Brahi, membre du Bloc républicain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, sans plus tarder, nous avons découvert le Premier ministre et le Premier ministère de ce soir, c'est bien sûr le ministre de la Justice. L'émission Le Gouvernement en Action a reçu le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Massime Quenome, 1 heure durant. Le ministre s'est prononcé sur les réformes déjà réalisées et celles en cours dans le secteur de la justice pour l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon. On peut retenir que des efforts considérables sont faits, non seulement pour l'amélioration des conditions carcérales au Bénin, mais également pour le bon fonctionnement des différentes institutions de la République. On suit le compte rendu, on revient pour le décortiquer. Une justice accessible et crédible au Bénin. C'est ce que nous pouvons retenir du passage du ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Massime Quenome, sur l'émission bilan de l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon.
À cet effet, l'idée de la réforme portant projet de création d'une cour spéciale des affaires foncières a été dévoilée. La question de la terre, de la propriété de la terre et de tous les contentieux qui s'articulent autour est devenue si préoccupante que le président de la République a pensé qu'il était temps de mettre le holà. Vous le savez bien, il s'est développé une mafia foncière. Autrefois, ils opéraient dans le secteur privé ou contre les particuliers. C'est devenu tentaculaire et ça a envahi, ça a gagné en tout cas la sphère publique et la sphère de l'État. Le président de la République a pensé qu'il faut donc créer cette juridiction qui sera spécialisée dans le règlement du contentieux ou des contentieux en matière foncière. Il s'agit donc de sécuriser la propriété foncière et également de rassurer les investisseurs étrangers. Et parlant des rapports entre cette nouvelle juridiction spéciale chargée uniquement des litiges fonciers et la CRIET, le garde des Sceaux clarifie. Beaucoup ont pensé tout de suite que cette juridiction spéciale aura compétence en matière pénale. Non. Les infractions qui auront été constatées ou qui se rapporteront à la matière foncière telles que connues par cette juridiction relèveront désormais de la CRIET. Tout comme nous avons pu mettre une partie des infractions à raison du sexe et du genre que nous avons adressé à la CRIET, ce sera la CRIET qui sera compétente pour connaître de ces infractions désormais. Voilà. Concernant les attaques contre la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme comme étant un instrument politique pour nuire aux opposants, le ministre répond. Alors, je voudrais que nous clarifions un concept et que nous soyons d'accord là-dessus. Il n'y a pas au Bénin de détenus politiques, premièrement. D'autant que le fait de poursuivre, d'interpeller, d'incarcérer et de juger une personnalité politique ne fait pas de cette personnalité-là un détenu politique. Le détenu politique, c'est celui qui est détenu, arrêté, emprisonné, jugé à raison de ses convictions politiques. Nous avons des personnalités parce que dans notre pays, nul n'est au-dessus de la loi. Vous avez beau être personnalité politique du monde économique ou du monde des affaires. Si vous commettez une infraction, vous serez réprimé, vous ferez l'objet de poursuites et de jugements. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de particulariser le débat lorsque le président de la République aura exercé de façon souveraine son droit de grâce. L'année dernière, contrairement aux usages, il l'a fait par 2 fois. Il l'a fait par 2 fois. Nous sommes dans une année dite hautement sociale, tel que le président de la République l'a voulu. Peut-être que ce rapport-là, il sera encore beaucoup plus magnanime. Pour finir, la question des actions menées pour protéger la femme, ainsi qu'au niveau des hommes en robe, ont été abordées afin que les juridictions soient bien animées. Voilà, retour sur ce plateau où Bonnet Agbagba nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant et avec vous, nous allons partager un peu, nous allons décrypter un peu le passage de ces différents ministères. Et tout de suite, je voudrais déjà vous demander, après ce compte rendu que vous venez de suivre sur le ministère de la Justice, Jordi Agbaï, qu'est-ce que vous avez retenu de façon concrète? Pour moi, déjà, il y a une évolution, vu l'engagement que déploie le gouvernement, vu la technicité de ce gouvernement, vu le bagage intellectuel des membres de ce gouvernement et vu aussi la volonté du président de la République de rendre un Bénin plus sain et plus social. Je me dis déjà avec ces prouesses qui ne sont pas que dans les autres secteurs, mais qui sont aussi accentuées dans le secteur de la justice, le Bénin est en train d'aller de mal en pire. Alors, au niveau du dépassement de la négativité, c'est-à-dire le Bénin est en train d'aller pour moi dans le bon côté des choses. Voilà. Alors avant de revenir un peu sur le fond, par rapport à tout ce qui a été déjà dit, sur la forme, comment trouvez-vous la posture du ministre de la Justice? Merci beaucoup pour la question. La première chose que je constate, c'est que le gouvernement est très organisé. Vous savez, moi, je suis enseignant d'économie et quand nous venons sur le chapitre qu'on appelle la planification, nous disons que la planification a 3 étapes. Nous avons l'élaboration, nous avons l'exécution, nous avons le contrôle. Et qu'il vous souvienne, quand le gouvernement est venu, premièrement, il a lancé le PAG 1. Et ça a mobilisé beaucoup d'acteurs.
et beaucoup d'institutions, nous avons vu que c'était important. Ça n'a jamais été fait dans notre pays, qu'un gouvernement vienne et qu'il présente à la face du monde ce qu'il a envie de faire pendant 5 ans. C'était formidable. Et je trouve que depuis que moi je suis là et j'observe les gouvernements qui passent, c'est la chose qui m'a beaucoup frappé. On peut aujourd'hui prendre un document et à travers ce document, on peut lire qu'est-ce que l'État propose dans le secteur judiciaire, qu'est-ce que l'État propose dans le secteur de la santé, dans l'éducation, dans tel domaine. Je pense que ça, là, c'est une chose formidable. Et le deuxième mandat aussi, il a lancé le PAG2. Et c'est là aujourd'hui on peut voir qu'est-ce que l'État propose pour les 4 ans que nous avons devant nous. Et nous constatons aujourd'hui qu'on est en train de faire un bilan à mi-parcours. Un an passé, qu'est-ce que nous avons fait? Quelles sont les avancées, quelles sont les perspectives? Et je trouve que c'est formidable et ça permet à chacun de suivre le gouvernement et de se dire, mais attention, ils nous ont promis telle chose. Vous voyez, les gens l'ont dit récemment. Vous avez promis de construire tel nombre de logements sociaux, nous n'avons pas eu ça. Et s'il n'y avait pas un document au départ, personne ne ferait cette comparaison-là. Et c'est ça le rôle que les citoyens appellent à jouer. Merci. Monsieur Freou? Oui. Merci. Je crois que je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je ne suis plus allé sur un plateau de télévision il y a longtemps. Parce que dans un pays, il y a plusieurs catégories de citoyens. Il y en a qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans leur pays. Il y en a qui s'intéressent moins. Il y en a qui sont très accrochés à ce qui se passe dans leur pays. Et je constate sur ce plateau que les deux intervenants s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans leur pays. Ça, je les félicite pour ça. Non, c'est important. Merci. C'est important parce que, vous savez, un État, c'est un tout. Oui, c'est bien ça. Il y a ceux qui acclament, il y a ceux qui disent que ça ne va pas. Il y a que ceux qui sont critiques. Et c'est cet ensemble de choses qui fait avancer un pays. Moi, j'ai observé plusieurs gouvernements se succéder à la tête du Bénin. J'ai plus de 50 ans, donc j'ai vu des gouvernements passer. Et il y a quand même qu'avec le gouvernement actuel, et l'équipe gouvernementale présidée par le président Talon, il y a que la méthode et l'organisation représentent les outils de gouvernance. Et ça, c'est à féliciter. Mais quand j'ai écouté tout à l'heure, dans le cadre de la reddition des comptes, oui, mon ami Sévérin Quenome, ministre de la Justice, il a fait des définitions, il a sorti des informations que j'apprécie. Il y en a que je voudrais quand même qu'on essaye de revoir ici. C'est un mandat de réforme au début. Le deuxième mandat, un mandat de passage à l'échelle, je crois. Oui. Et il a abordé, j'ai suivi rapidement la synthèse que vous avez faite, je n'ai pas suivi les détails de l'émission. Je ne fais pas des citoyens qui observent à distance ce que se passe dans le pays. C'est bien ça. Les conditions carcérales dans un pays sont c'est un élément d'évaluation de la qualité de la détention des citoyens en prison. Je n'ai pas suivi les détails. Il a abordé la question de la cour spéciale. Les affaires foncières. Les affaires foncières. Oui. Ça, c'est une innovation majeure, mais qui vient combler un problème ou un déficit ou une faiblesse au niveau de l'instrument qui garantit la qualité de la propriété foncière aux citoyens béninois. Et c'est parce que notre pays n'a pas prévu d'éviter ces problèmes-là à ces citoyens que nous avons trimballé tous ces problèmes pendant des décennies. Donc, c'est à leur actif de dire qu'il faut qu'on crée une cour spéciale qui connaisse ces affaires-là. La terre, dans beaucoup de pays dans le monde, appartient à l'État. Au Bénin, la terre appartient aux individus, donc ce qui a créé toute forme de mafia foncière. Le plus important, c'est que cette cour ne soit pas à l'image de l'autre qui a été créée, notamment la Triette, et qui a été contestée par les acteurs de la justice. Moi, je voudrais simplement m'assurer qu'il y a un consensus autour de l'élaboration de l'architecture et du fonctionnement de cette cour, afin que ça ne soit pas une cour qui règle des comptes. C'est en tant que citoyen qui inscrit son combat dans l'équité, dans la justice, je formule ce vœu tout de suite sans avoir pris connaissance du contenu du document qui crée cette cour spéciale. Mais déjà, c'est une innovation et c'est l'actif de l'équipe gouvernementale qui est là. Et je crois que le rôle des citoyens que nous sommes est de regarder de près avec eux ce que cette cour retourne.
quels sont les instruments qui seront mis en place, quels sont les moyens à mettre en disposition de cette cour, et quels sont les instruments juridiques qui seront utilisés pour qu'il n'y ait pas trop de grincement dedans. La criette, nous avons entendu, il a fait une définition, il a fait une affirmation tout à l'heure, le ministre de la Justice. Il a dit qu'il n'y a pas de détenu politique au Bénin. J'ai suivi ça dans son intervention. Et il définit le détenu politique. Entre l'affirmation qu'il a faite et la définition, il n'y a pas une contradiction. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Il y a des détenus politiques au Bénin. Je vois que c'est mon ami, hein, le monsieur Kenom. Mais je crois que lorsque on exerce une fonction professionnelle dans le privé, et lorsqu'on exerce une fonction politique, on porte la vision de quelqu'un, on doit faire attention sur les déclarations qu'on fait devant les médias. On va y revenir tout au long de cette émission. Vous l'aviez déjà abordé, la création de la Cour spéciale des affaires foncières. Comment vous avez accueilli cette décision-là, cette innovation qui est d'ailleurs l'une des innovations phares du deuxième quinquennat? Absolument, j'ai eu cette information-là. Je suis très accroché à suivre les comptes rendus du Conseil des ministres. J'ai lu le contexte et la justification. Vous savez, c'est un gouvernement qui est très méthodique. Il ne sort pas de nulle part pour dire nous allons créer telle chose. Vous voyez, nous avons tellement de problèmes fonciers au Bénin. Vous vendez une parcelle aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient demain pour dire qu'il est le propriétaire. Ou bien vous achetez une parcelle qui a 1000 propriétaires. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent c'est mieux de ne même pas acheter des parcelles parce que vous allez laisser des problèmes à vos enfants. Et ça fait que beaucoup de gens préfèrent mettre leurs ressources aujourd'hui dans d'autres activités alors que la terre, pour ce que je sais au Bénin, ça fait beaucoup de revenus. Il y en a qui achètent et qui revendent après. Bref, il y a des problèmes qu'il faut régler. Et les pouvoirs sont là pour trouver des solutions aux besoins des populations. Nous avons un vide et ils ont pensé qu'il faut une cour spécialement pour ça. Et je pense que dans son développement, qu'ils avaient pensé au départ laisser ça à la Cour d'appel de Cotonou, qui va agir sur le Grand Okoué et compléter d'autres communes, etc., pour que le problème soit résolu, parce qu'ils ont pensé que c'est un problème qui est beaucoup plus ressenti dans Calavi, qui est la zone de mafia foncière au Bénin. Nous avons connu où des domaines ont été bradés, des réserves administratives ont été volées, et je pense que cette innovation-là, elle est très bonne. Et comme mon vis-à-vis sur le plateau le dit là, Monsieur Béhou, je voudrais vraiment souhaiter que tous les instruments soient mis en place pour que cette cour-là ne connaisse pas autant de faiblesses que les cours que nous avons connus par le passé. C'est vrai, il faut commencer quelque part, quitte à améliorer par la suite. Nous avons connu, les gens ont dit que la criette n'était pas bonne, il y avait des insuffisances. Le gouvernement a fini par céder et on a revu la loi qui a créé la criette et ça a été amélioré. Je voudrais que le gouvernement parte de ces acquis-là, qu'il associe vraiment tous ceux qui interviennent dans le domaine foncier, les géomètres, les vendeurs de parcelles aujourd'hui, pour connaître des vrais différends que nous avons dans le domaine foncier. Et comme ça, quand nous avons ce parterre de problèmes et de réalités, on pourra les combiner, voir quelles sont les solutions qu'il faut appliquer, quelles sont les dispositions légales qu'il faut prendre pour que les populations puissent acheter les parcelles, qu'ils vivent dans leur maison et que personne ne vienne demain pour dire cette parcelle, elle m'appartient. Jody Brahi. Oui, pour moi, déjà, je remercie les deux premiers intervenants. Et je me dis, concernant cette cour, il y a une chose, c'est que le gouvernement a voulu régler un problème. Le problème, déjà, du temps que prend les juridictions en matière foncière au Bénin. Parce que il faut savoir que déjà, un Béninois lambda, lorsqu'il commence par faire une activité, lorsqu'il a un revenu, il pense à le sécuriser en ayant une parcelle, en ayant quelque part où dormir. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont travaillé peut-être dans les sociétés d'État, comme la Sonacop d'alors, la Sonaprat, tout ça, qui ont travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui ont laissé juste une parcelle à leurs enfants, qui est devenue source de problème pour ces enfants-là aujourd'hui, avec d'autres personnes. Donc le gouvernement, si vous voyez, lorsque vous rapprochez de ceux qui viennent pour les affaires foncières dans les tribunaux, vous allez voir, c'est des décisions qui remontent à 97, 2000, et qui sont reportées peut-être à 2006, après reportées à 2020. Donc déjà, cette cour, pour moi, je l'accueille bien, parce qu'elle va régler des problèmes précis et dans le temps. Voilà. Maintenant, pour le contenu technique de cette cour, je pense que, comme l'a dit mon précédent, monsieur Baumer, il faut quand même qu'un bagage intellectuel puisse venir du genre où que ce ne soit pas centré au niveau du gouvernement, pour que le gouvernement puisse ouvrir la porte à plusieurs autres acteurs, comme des gens qui font la chose, des experts évaluateurs, des géomètres, des cabinets, vraiment qui puissent avoir plusieurs séances de travail pour former cette cour, pour
pour ne pas avoir les mêmes problèmes, comme l'a dit mes prédécesseurs, les mêmes problèmes que les autres cours, puis pour qu'elles soient après contestées, revues, recorrigées et tout. Voilà. Voilà, l'autre sujet sur lequel est revenu le ministre, c'est bien sûr la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, comme vous l'aviez abordé tout à l'heure. Déjà 5 ans que cette Cour a été créée. Dites-nous, est-ce qu'il fallait créer réellement cette Cour aujourd'hui au regard de tout ce que vous constatez? Merci beaucoup. Vous savez, moi je ne suis pas un juge, je ne suis pas un magistrat, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un acteur de cela, mais par observation, la lourdeur des procédures, de toutes les formes d'affaires dans nos tribunaux plombe le développement du Bénin. Et une cour de répression, là c'est une cour spécifique, une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Lorsqu'on parle des infractions économiques et du terrorisme, c'est déjà deux sujets importants. Le terrorisme est à nos portes aujourd'hui. Oui, on a anticipé. Et le terrorisme peut venir de l'intérieur ou venir de l'extérieur pour nous attaquer. Donc on a prévu qu'une cour réprime des infractions liées au terrorisme. Et les infractions économiques, le Bénin en connaissait il y a des années, oui. Donc d'autres cours connaissent déjà ces dossiers, ces infractions. Le problème, c'est peut-être dans le fonctionnement de cette cour qu'il y a eu beaucoup de grincements. Et il n'y a pas eu une association. Des grincements à tort, des grincements à tort. Des grincements. Je disais tantôt que je ne suis pas un avocat ni un magistrat. Mais en écoutant les citoyens, en écoutant les acteurs, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a eu un problème dans la création, dans le montage de la structure de cette cour et de son fonctionnement. Donc, on ne peut pas gouverner un pays contre ses citoyens. C'est bien ça. On ne peut pas gouverner un pays en imposant aux sachants comment il doit fonctionner, si on n'est pas sachant soi-même. Si vous me suivez très bien. Oui. Donc, mettre en place les sachants et les faire travailler sur l'histoire du pays, sur les instruments existants dans le pays et sur les dossiers critiques du pays pour mettre en place une cour spéciale, c'est pas mauvais. La preuve, lorsqu'il y a une affaire spéciale dans un pays, on met en place une cour spéciale. Pour régler l'affaire, on choisit des militaires, les coups martiaux et tout ça. Les coups martiaux, ça permet de régler des problèmes spécifiques et la cour disparaît. C'est ça. Ici, il y a eu beaucoup de grincements de dents, il y a eu beaucoup de bruit des sachants. Donc, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Lorsque cette cour, je vais vous donner l'exemple tout de suite, je suis un acteur, un bénéficiaire des services de la justice dans mon pays. Lorsque le gouvernement actuel voulait régler la mafia financière, les IC services, cette cour s'est saisie de ce dossier parce que le gouvernement avait fait une promesse électorale aux électeurs en disant si nous venons au pouvoir, nous allons régler les problèmes de IC services. Ce dossier a été confié à la CRIET. Mais la CRIET n'avait pas tous les instruments juridiques pour régler ce problème-là. Nous, on a été invités en tant qu'acteurs de la société civile. Nous avons rencontré le juge et nous avons remis les documents qui existent qui peuvent nous permettre d'être partie prenante, prenant partie pour les spolier. Mais la loi qui existait et que nous on a brandi n'avait pas de test d'application. Donc ça veut dire quoi? Cette cour, elle a été créée, mais elle n'avait pas tous les instruments qu'il faut pour régler tous les problèmes objets de sa création. Donc la nécessité qu'on revoie l'arsenal qu'il a créé, d'étoffer son mécanisme de fonctionnement, afin que ce ne soit pas une cour qui soit orientée vers des soupçons que les citoyens chantent. C'est tout ce que je voudrais peut-être dire par rapport à ça. Sinon, ce n'est pas mauvais de créer une cour spéciale pour régler un problème particulier dans un pays. Ça, le monde entier en fait. Mais ici, il y a eu beaucoup de grincements parce que on a vu ce sur quoi la Cour a été focalisée. On a vu ses faiblesses également au niveau des dossiers qui lui ont été confiés. Voilà.
Voilà. Alors, Bonnet Agbaba, il y a beaucoup de citoyens, Boumé Agbaba, il y a beaucoup de citoyens qui se plaignent par rapport à cette cour qui, selon leur tir, réprime les actes, les opposants politiques. Dites-nous de votre position, quelle analyse faites-vous par rapport à ce qui se passe? Quelqu'un cette semaine, mais la semaine dernière, qui a dit qu'il n'y a pas de loi neutre. La loi, elle est faite certainement, vous ne le savez peut-être pas, mais pour arranger quelqu'un. On a fait un débat de plus de 4 heures là-dessus. Hein. La loi, elle est faite peut-être pour arranger quelqu'un. Quelqu'un va peut-être être... Quand le débat fait 4 heures, ça devient un débat vraiment qui s'est enlisé. Donc, cette loi, elle est venue pour régler un problème, comme on le dit sur le plateau là. Ça fait des malheureux. Des gens qui ont été peut-être devant cette cour-là et qui ont été condamnés, c'est ceux-là qui certainement sont les malheureux parce qu'ils ont... On dit que ça ne réprime que les opposants. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a eu des dossiers même de mouvanciers qui ont été réprimés là. Je pense qu'on a des exemples là. Il y a peut-être d'autres gens, d'autres personnes qui sont peut-être dans la mouvance et on souhaiterait que les dossiers aillent devant la criette et ce n'est pas encore allé. Ceux qui sont là, pourquoi ils décident d'attribuer le dossier à la criette. Je pense que c'est ce constat qu'il faut faire là. Le souhait qu'il faut formuler, c'est que tous les dossiers qui soient de gens politiques ou d'hommes d'affaires et qui sont à table, même s'ils sont des mouvanciers, c'est que le gouvernement puisse les renvoyer à la criette et que la criette connaisse de ces dossiers-là. Sinon, je trouve que c'est un bon instrument qui aujourd'hui est venu pour corriger un problème qui existait depuis. Nous constatons qu'au niveau de nos juridictions au Bénin et de l'administration béninoise en général, nous avons la lourdeur administrative. Et la rapidité avec laquelle la criette gère les dossiers, je me demande, mais pourquoi est-ce que les autres juridictions ne peuvent pas gérer nos dossiers avec cette rapidité-là? Qu'est-ce qui bloque? Je trouve que ce sont les acteurs eux-mêmes. Ce sont les acteurs. Et voilà les faiblesses que nous avons au niveau de notre pays et qui font que nous sommes vraiment dans le sous-développement. Ce qu'on peut faire en 5 jours, on se crée le système qu'il faut, on se crée un cercle vicieux pour ne pas faire ça. On range les dossiers, on les met au placard et des gens sont en prison aujourd'hui pour des dossiers d'il y a 20 ans, on ne les a jamais jugés. Et je pense que là, l'État aussi doit faire des réformes pour ne pas seulement penser aux politiciens. Il faut rapidement gérer les dossiers. Il y a de petits dossiers qui n'ont l'air de rien. Et on a regardé des gens comme ça à la justice pendant des années, ils sont là, ils traînent et on ne s'intéresse pas à eux. Au contraire, il y a une autre juridiction qui a été créée, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est le tribunal du commerce. Ça, moi, je suis enseignant. Ça m'intéresse. Vous imaginez, vous avez des dossiers au niveau du commerce et ça traîne à la justice. Et ce sont vos affaires qui sont bloquées comme ça. Vous avez des différends avec des gens à l'extérieur et il faut que quelqu'un tranche pour déposer le dossier au niveau des tribunaux. Ça traîne, ça traîne. On ne sait pas qui est compétent pour traiter le dossier. Et c'est ce vide-là que l'État a constaté en créant aujourd'hui le tribunal de commerce. C'est d'excellents travaux. Je voudrais vraiment féliciter le gouvernement pour ça et qu'il continue dans cette lancée-là. S'il y a d'autres matières sur lesquelles il faut vraiment créer des cours, créer des instruments, qu'on les crée pour que les besoins que nous avons soient bien satisfaits, les problèmes que nous avons, que ces problèmes-là puissent disparaître. Je peux dire quelques secondes. Oui, merci. Non, c'est pour abonder dans le même sens que ce qu'il a dit, hein, en ce qui concerne la création de la cour, du tribunal de commerce. Du tribunal de commerce. C'est-à-dire que c'est très important. Non seulement ce tribunal a été créé, mais c'est que son fonctionnement règle beaucoup de problèmes dans un délai très court. Et les juges, il y a des juges qui travaillent là vraiment avec du professionnalisme, dans la célérité, et ça, c'est à féliciter. Tout n'est pas mauvais. Donc je crois que c'est très positif pour l'appareil judiciaire de notre pays. Alors, Jordi Brahi, on va aborder un autre sujet avec vous, c'est bien sûr la réinsertion sociale des détenus. Le ministre en a parlé aujourd'hui. Quelle appréciation faites-vous par rapport à ce qu'il a donné comme réponse? Oui, pour moi, déjà, en droit pénal, j'ai appris à l'université que l'objectif du droit pénal en lui-même, c'est la resocialisation du délinquant. Donc, la resocialisation du délinquant. Donc, déjà, il ne faut pas sortir des gens lorsque vous incriminez quelqu'un ou lorsque vous jugez quelqu'un. Vous l'envoyez en prison et que peut-être il a volé aujourd'hui un œuf. Il va rencontrer de la balle et braqueur. Soyez sûr, lorsqu'il va sortir, il y a 80% de chances qu'il puisse virer au braquage. Exactement. Donc, et déjà, si le gouvernement a pensé, comme dans les pays développés, à insérer ces gens-là, à resocialiser ces gens-là. Parce que ces gens-là, en fait, ils ont fait des choses pour lesquelles on les a incarcérés. Ils ont mangé là-bas, ils se sont reposés. C'est vrai que ça n'a pas été vraiment la vie rose, mais ils ont pris une habitude. C'est-à-dire celle peut-être de fréquenter des délinquants, celle de voir les choses, développer d'autres attitudes, celle de voir les choses, et puis c'est d'apprendre des réseaux. On se dit, peut-être tu vas là-bas, on te dit, déjà, à tel quartier, il y a un réseau de ça, et puis je vais t'envoyer vers la personne. Il y a toujours des cas comme ça. Donc si le gouvernement pense à réinsérer ces gens,
Pour moi, c'est une très bonne chose. Et pour moi, déjà, dans les pays asiatiques, je pense que plus de 20%, dans les pays asiatiques, plus de 20% des ouvriers concernant dans le domaine de l'infrastructure viennent de ces gens de milieu-là. C'est des gens qu'on a pris, à qui on a appris de nouvelles choses, on les a montré qu'ils pouvaient gérer la vie autrement, hors des conditions de détention. Et puis, on les a dit, bon, là, maintenant, vous pouvez gagner votre vie autrement et mieux, même sans avoir des soucis, sans mal dormir ou sans dormir dans des conditions un peu bizarres, et voir vos familles aussi. Voilà. Oui, je pense que là, c'est une très bonne chose. Et sinon, entre-temps, les milieux carcéraux étaient des endroits de socialisation à la délinquance. Entre-temps, il vole, il va là-bas, il apprend à voler gros. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement a compris que les prisons ne sont pas faites pour garder des gens juste pour dire, bon, tu as 2 ans de prison et tu retournes après. Non, c'est un temps pendant lequel on doit garder celui qui a commis des impairs et on lui dit prochainement ne fais plus ça. On lui donne des valeurs, des normes sociales. Il retourne dans la société, on doit constater des transformations, des changements. Moi, j'ai eu l'honneur, on a corrigé le bac cette semaine, on a eu des candidats qui sont en prison. Les copies des candidats emprisonnés sont venus, on a corrigé. Donc, je pense que l'État fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Que quelqu'un soit en prison et qu'on lui permette de composer le bac, c'est une grande innovation. Je voudrais que le gouvernement continue. Je sais qu'il y a des ateliers dans les prisons où des gens apprennent à coudre, des gens apprennent à faire un certain nombre de métiers. Ils finissent, on les met dans la société. Ils ont des métiers parce que tous ceux qui vont en prison, ils n'y vont pas parce qu'ils sont mauvais. Il y a des conjonctures de vie, ils n'ont pas d'emploi, ils sont obligés de faire telle chose. Donc, à un moment donné, l'État aussi est responsable des gens que nous emprisonnons. Donc, je pense que l'État est en train de reprendre en main ces gens-là. Il est en train de rejouer son rôle qu'il a laissé pour reprendre ces cas sociaux-là, les intégrer dans la société après pour que ça puisse donner des leçons à ceux qui restent et qui pensent que voler, c'est une bonne chose. Voilà, un avant-dernier sujet, c'est bien sûr la dématérialisation des services judiciaires. Vous l'avez constaté aujourd'hui, hein, les différents services judiciaires, c'est plus aisé de pouvoir demander un service au niveau de la justice, d'avoir certaines pièces qui par le passé étaient quasiment difficiles. Dites-nous, Jordi Brahi, tout va bien maintenant? Oui. Pour moi, déjà, tout va très bien. Pour le moment, je pense que le gouvernement pense de jour en jour aux problèmes de la population. Parce que je me rappelle bien, lorsque j'avais eu le bac, on devait déposer des dossiers à la DGS. Et pour raison de retard du certificat de nationalité, je n'ai pas pu. Parce qu'il fallait repartir au tribunal, partir, supplier les gens, essayer de voir, prendre le numéro de quelqu'un et tout. Mais là, aujourd'hui, il y a de cela 2 semaines, j'ai tenté en ligne mon casier judiciaire et je l'ai eu 48 heures après. Je l'ai tenté mercredi, je l'ai eu un vendredi. Donc vous voyez déjà, de mon bac à maintenant, ça fait déjà plus de 10 ans. Presque 10 ans, plus de 10 ans. C'est-à-dire en 10 ans, on a connu un nouveau régime et il y a un nouveau régime qui a pensé à ça très rapidement. Et c'est pas seulement ça. Vous voyez, même à part la dématérialisation, je pense que le gouvernement aura peut-être aussi, je sais pas, ou bien une pensée sur peut-être des décisions de justice en ligne, on ne sait pas. Oui. Peut-être que c'est une réforme qui est en cours. Peut-être ou bien, bon, je sais pas, on organise un procès en ligne et puis tout le monde suit dans la décision, les participants et tout. C'est pas impossible. C'est pas impossible aussi, avec le président. Vous jouissez aussi de cette facilité aujourd'hui, d'avoir un service judiciaire aussi facilement que cela soit. Merci. Non, je crois que ce que nous voyons aujourd'hui, elle a commencé hier. J'étais conseiller à l'autorité de régulation des communications électroniques, la première mandature 2006-2014. Donc la question de e-government, c'est une question globale, une question mondiale. Exactement. Ce n'est pas une question béninoise. Et la chance que nous avons avec cette équipe gouvernementale, c'est que nous avons une chance d'avoir une dame qui est à la tête du ministère du numérique, qui a fait son chemin depuis, elle dit, le 01 jusqu'au niveau politique. J'avais travaillé avec elle quand j'étais au Conseil de régulation des télécommunications. Donc c'est une chance pour le gouvernement actuel d'avoir une dame qui a de l'expertise, qui a travaillé avec le régulateur, qui a travaillé avec l'association des opérateurs privés au niveau mondial et qui aujourd'hui se retrouve dans un gouvernement qui porte une vision et qui veut aller vers la dématérialisation des services publics. Donc, ce n'est pas une spécialité béninoise,
Mais le Bénin se met à jour et je crois ça. que ça contribue énormément à faciliter la vie aux citoyens. Ça réduit les problèmes, les dépenses, les déplacements aux citoyens. Et j'encourage cette équipe gouvernementale, j'encourage le ministre de la Justice, j'encourage d'abord le ministre du numérique, qui fait un travail herculien et qui permet à ses autres collègues du gouvernement à transporter, à vulgariser, à rendre accessibles les services en ligne. Ça, c'est important. Exactement. Donc, je voudrais juste faire savoir ça. Il faut que les citoyens comprennent l'architecture qui permet d'avoir ce service-là. Ce n'est pas seulement bénéficier du service, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne exactement. Oui, pour je pense, comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas une innovation du gouvernement de Talon. Le gouvernement de Talon s'est arrimé à ce qui se fait partout. Et je pense qu'il faut constater qu'on était même trop en retard dedans. Trop en retard, donc qu'on soit heureux que le gouvernement qui est là aujourd'hui ait pris les choses en main et les fait de façon très excellente. Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut féliciter là, c'est que ceux qui sont là, ils ont une bonne façon de voir les choses. Ils travaillent avec beaucoup d'élégance. C'est des gens qui ont une grande vision. Et quand c'est comme ça, on fait les choses de la plus belle manière. Si on avait des gens comme Talon depuis 50 ans... Ils ont de la méthode et de l'organisation. Absolument. Si nous avons des gens comme Talon depuis 50 ans, je pense qu'on ne serait pas là. Il est très organisé. Et c'est ce que moi je garde de lui. Très organisé. Très organisé. On ne fait pas de l'improvisation, on ne saute pas dans les choses, on s'organise, on fait. Et quand on reste en chambre, on prépare, on amène au dehors. Nous ferons en sorte qu'il soit au pouvoir pendant longtemps. Bon, ça c'est le débat. Alors, le dernier sujet que nous allons aborder avant de finir avec le ministère de la Justice, c'est bien sûr la réforme juridique au niveau de la chefferie traditionnelle. Vous le saviez aujourd'hui, il y a un régime juridique qui organise la chefferie traditionnelle Jordi Brahi. Est-ce qu'il le fallait réellement au vu aussi de tout ce qui se passe concernant un peu la chefferie traditionnelle où il y avait un désordre total? Oui, il y avait un désordre total parce que juste... ça a commencé par générer ça a commencé par être financièrement important dans nos localités, dans nos communes, dans nos coutumes. Et chacun voulait tirer quand même de son côté cet avantage-là, même s'il ne devait rien faire. Alors qu'on est dans un pays à connotation spirituelle, traditionnelle. On est dans un pays où on parle du Fa. Et je pense qu'au passé, c'était le Fa qui choisissait. Le roi, le chef de famille, le Da, le Baba et tout. Mais aujourd'hui, il faut remarquer que lorsque quelqu'un a peut-être un peu d'argent, il veut sécuriser son argent, ou bien il veut commencer par avoir de l'argent, il rentre dans une politique là où on doit le mettre Da, on doit le faire Da, il devient Da. Et puis... Il y a tellement de Da aujourd'hui. Donc il fallait que le gouvernement aussi puisse s'intéresser à ça, parce que vous voyez, il y a des localités qui sont tellement importantes où on devait conserver normalement ces acquis ancestraux, mais qui sont plutôt divisés à cause de ces genres de questions-là. Comme peut-être, bon, on ne va pas citer beaucoup, il y avait quand même dans un temps Abomey. Abomey était parti dans ça, avec, je pense, le roi Béhanzin et le roi Goliagbo. Il y avait aussi Ouida, où il y avait un peu de flottement. Il y avait aussi d'autres localités, quand même, là où il y avait... Normalement, le roi devait servir de figure emblématique. Du genre, le roi devait être le numéro 1 sur lequel le gouvernement pouvait peut-être se déconcentrer sur certaines activités ou sur certaines actions allant vers la paix, le social et tout. Ça devait être une image qu'on devait utiliser. Mais après, ça s'est détérioré parce que ça attirait déjà trop de problèmes financiers, ça attirait déjà trop de convoitises et tout, vu l'aspect financier que c'était en train de prendre. Et je pense que cela était un problème qui s'était accentué avec le régime passé. Là, il y avait trop d'injection d'argent dans cette affaire-là. Mais avec la décision du gouvernement, je pense que ça va être rapidement recadré. Et puis, c'est en train déjà d'être recadré. Là, on voit Abomey actuellement, ils n'ont qu'un seul roi. Je pense avec le dispositif actuel, il n'y a qu'un seul roi. Ça va prendre, et puis le gouvernement va bien cadrer, va ordonner pour que ça ne puisse pas virer à autre chose. Combien pour vous? Non, je crois que je suis d'accord pour le commentaire qu'il a fait. Il y a un pays est comme une grosse machine qui marche, qui est en mouvement. Il y a ceux qui font avancer la machine, qui va à un rythme plus vite. Il y en a qui vont très lentement. Il y en a qui, des fois, tentent de changer de cap pour le pays. Nous sommes une société traditionnelle. Mais il était important de faire le scanning
de l'architecture des entités qui détiennent les savoirs, qui gardaient les traditions et sortir l'architecture de leur positionnement sur le territoire et leur conférer des attributions dans l'État moderne. Mais la peur de bousculer les gardiens de la tradition avait amené certains politiques ou certaines équipes politiques à les laisser s'organiser par eux-mêmes et à donner les moyens publics ou à mettre les moyens publics à leur disposition. Ce qui a donné de l'intelligence à d'autres, comme il a dit tout à l'heure, à commencer par mettre en place des structures qui n'existaient pas dans la structure traditionnelle, et ça a commencé par créer des problèmes. Et l'État a pour rôle de mettre de l'ordre. Donc il faut mettre de l'ordre sans balayer notre histoire, sans supprimer des pans de notre histoire. Et il faut garder les repères de notre histoire dans cet nouvel agencement, dans un État moderne que nous voulons asseoir sur une société traditionnelle. Donc c'est très important. Les pays asiatiques ont gardé les traditions malgré l'existence des États modernes. Il faut tout simplement qu'à ce niveau-là aussi, les anthropologues, les historiens soient consultés, les archives soient consultées au niveau mondial, pour qu'on voit qu'est-ce qui était la société traditionnelle du Bénin. Qui était roi, quels étaient les royaumes et comment il faut garder cette architecture-là aujourd'hui et éviter une forme de dispersion, une forme d'explosion des pouvoirs traditionnels qui créent des conflits au niveau des communautés. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Je vais finir avec vous. Je pense que c'est une matière sur laquelle il fallait légiférer depuis. Parce que les chefferies chez nous au Bénin, ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de dards couronnés partout. Vous voyez des gens, ça et là, qui sont dards. Donc je pense que c'est un désordre qui a trop duré. Et si aujourd'hui l'État a compris qu'il faut mettre en place un cadre juridique de la chefferie au Bénin, et comme il a dit tout à l'heure sur le plateau, faire en sorte que ceux qui sont gardiens de notre culture, qu'on les donne tout le système qu'il faut pour qu'ils puissent bien faire ça. Et qu'on ne trouve pas aujourd'hui des DAC qui sont des politiciens. Et ça a une influence négative sur l'animation de la vie politique et la vie économique. C'est vrai, quelqu'un peut se demander, mais légiférer au niveau de la chefferie, qu'est-ce que ça fait pour le développement? Ça fait beaucoup de choses. Parce que là, on est en train d'éviter les conflits. Et quand il y a conflit quelque part, les gens ne sont pas disponibles pour mener les activités économiques et sociales. Donc, je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement fait. Je pense que le cadre qui est créé déjà, c'est bon. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont été associés pour que les propositions soient faites. Vous avez lu le document? Je n'ai pas le document, mais j'ai lu le conseil, le relevé qui a proposé. Vous avez dit que c'est bon? Oui, j'ai lu le contenu du conseil des ministres et ceux qui ont été proposés. Il y a même des gens qui ont été complétés après. Oui. Il manquait. Il y a une commission qui a été mise en place. Absolument. On a complété des gens après pour que l'équipe soit bien assise là, soudée, pour que le travail se passe bien. Et je pense que c'est ce que nous souhaitions au niveau de la Cour qui va régir ou qui va légiférer au niveau des affaires foncières. Qu'on puisse aussi installer une commission comme ça, qui travaille et qui remette un document au gouvernement, et le gouvernement partira de ce document pour voir qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut compléter, toutes les expertises pour que nous ayons... Donc l'initiative est bonne, mais Absolument. il faut qu'elle soit pensée, comme enrichie. Comme les autres toujours. Voilà, merci. Merci à vous, chers invités. Nous allons à présent aborder un autre plateau, c'est bien sûr celui du ministère du Développement, pour révéler le Bénin à lui-même et au reste du monde. Le président Patrice Talon, dans son discours d'investiture le dimanche 23 mai 2021, a promis lutter avec toute son énergie contre la pauvreté et la mauvaise gouvernance qu'il considère comme les seuls et réels ennemis du Bénin sur la voie du développement durable. Au regard de cette volonté affichée du chef de l'État Patrice Talon de faire de la lutte contre la pauvreté et la mauvaise gouvernance une priorité majeure de son second mandat, quelles sont concrètement les mesures prises par le gouvernement béninois depuis 2021 sur ce plan? Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action du gouvernement, Abdoulaye Diokane, a répondu aux questions de nos confrères. On suit la substance. Pour mieux faire comprendre aux Béninois les prouesses enregistrées par le gouvernement ces dernières années en matière de développement économique et social,
Abdoulaye Biotchane a démarré son exposé par le contenu de son portefeuille ministériel. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale est donc revenu sur l'implication de la fonction de coordination de l'action gouvernementale dont il est chargé. Il s'agit pour moi justement d'assister le chef de gouvernement en ce qui concerne les activités du gouvernement. Faire en sorte que les décisions du gouvernement soient bien préparées, bien exécutées, qu'il y ait une bonne coordination intersectorielle. Ce que tout le monde remarque, c'est que le Conseil des ministres se passe de manière plus efficace aujourd'hui. C'est bien parce qu'en amont, il y a une bonne préparation qui inclut les discussions interministérielles. Il y a surtout la réunion hebdomadaire du comité interministériel qui se passe le lundi et qui prépare justement et l'ordre du jour du Conseil des ministres et les décisions que le Conseil des ministres doit prendre et bien sûr le contenu de ces décisions-là. Et donc il y a une préparation dans laquelle nous investissons suffisamment d'énergie pour faciliter la décision qui va être prise dans le Conseil des ministres le mercredi suivant. On échange sur toutes les options du dossier entre ministres. Et nous préparons donc la décision qui va se faire, qui va être préparée en comité interministériel pour le Conseil des ministres par la suite. Après ces précisions, le ministre d'État a abordé la question du développement axé sur la planification, l'évaluation des projets et programmes. En la matière, voici quelques avancées significatives enregistrées. Le suivi et évaluation reste au ministère du Développement, qui donc, du fait qu'il est également chargé de la coordination, assure donc cette évaluation des politiques publiques qui sont décidées par le gouvernement. Ensuite, il y a le suivi des projets et programmes qui cette fois-ci aussi est concentré à la présidence de la République. Parce qu'avant, il y avait une partie qui était assumée par le ministère du Développement, donc le ministère en fait de la planification et du développement, le portefeuille que j'occupais précédemment. Et donc cette partie des activités va désormais à la présidence qui assure globalement le suivi des projets et programmes du gouvernement. Ensuite, la planification. Sur ce plan, aucun changement. Il y a un volet important qui concerne l'évaluation des politiques publiques qui était assuré initialement par les services de la présidence, qui a été affecté au ministère du Développement pour là encore faire davantage de cohérence en ce qui concerne l'évaluation des activités du gouvernement, aussi bien les projets et programmes que les politiques elles-mêmes. Abdoulaye Biotchane a au cours des échanges rappelé le contenu de la vision à l'AFIA qui entre dans le cadre de l'agenda 2025 et les différentes réalisations. Effectivement, la vision qui a été établie depuis les années 2000 pour dire en 2025, qu'est-ce que nous voulons de notre pays. Deux grands chapitres ont été les contraintes du PAG2. Premièrement, les fondements. Deuxièmement, le nouveau programme du président Patrice Talon de l'équipe Talon Talata. Et troisièmement, bien sûr, le PND. Plusieurs autres sujets ont meublé ces échanges, dont la dynamisation des outils statistiques et la rencontre du président Patrice Talon avec les syndicalistes sur la revalorisation salariale. Voilà, il nous a rejoint entre-temps Mathieu Koko, membre de l'Union progressiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi avec nous les différents échanges au niveau du ministère de la Justice. En deux mots, qu'est-ce que vous avez à compléter par rapport à tout ce qui a été dit, très rapidement? Non, il faut dire tout simplement que c'est le Bénin qui gagne et que le Bénin a beaucoup progressé. Quand on voit les réformes qui ont été opérées et ce qui est en cours, c'est dire tout simplement que le gouvernement du président Patrice Talon, comme cela a été annoncé depuis 2016, est vraiment à l'œuvre pour corriger un tas de choses. Et lorsqu'on remarque déjà que la vie carcérale est en train d'être suffisamment améliorée, l'essentiel c'est pouvoir décongestionner un peu. Et quand on voit les réformes au niveau des chefferies traditionnelles, je crois que nous sommes en train de renouer avec nos traditions, nous sommes en train de retrouver nos sources. Et c'est très très important. Il faut que l'histoire qu'on aura désormais à enseigner à nos enfants dans nos écoles soit différente de ce que le blanc écrit nous a laissé. Il faut donc que cette réforme aille vraiment à la source, retrouver l'histoire, l'authenticité de l'histoire et documenter cela pour que nos enfants puissent connaître vraiment l'histoire de notre pays. Donc je crois que le passage du ministre Sévérin Quenome a mis un peu la lumière sur l'essentiel
de ce que les Béninois attendent. Et puis le reste, les Béninois ont aujourd'hui un guide pour savoir ce sur quoi ils doivent attendre le gouvernement. Alors, nous allons aborder maintenant par rapport au ministère d'État chargé du développement et de la coordination de l'action du gouvernement. Vous avez suivi le ministre tout à l'heure dans son développement. Déjà, sur la forme, est-ce que c'est un ministre qui vous a satisfait? Ben, ça, c'est une évidence. Vous parlez de Biotchané, hein? Quelqu'un qui a fait ses preuves au niveau international. Le gouvernement, je pense que le président Talon a eu la grandeur d'esprit de l'associer. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'était pas évident au départ de constater qu'un certain Biotchané, un certain Pascal Irénée Koupaki, un certain Patrice Talon travaillaient dans le même gouvernement. Je pense que nous avons beaucoup gagné en les voyant ensemble. Et il a fait ses preuves et je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'être une fierté pour notre pays. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites là dans son département ministériel. Il a fait le point, il a abordé la question de la cherté de la vie, parlé de la tournée du gouvernement pour expliquer un peu ce qui est à l'origine de la cherté de la vie pour que les gouvernements, et en fait les citoyens, comprennent les efforts de l'État et comprendre un peu l'État dans ce qui se fait. Il a abordé beaucoup de sujets, je pense qu'on va revenir sur ces sujets tout à l'heure. Voilà, sur les sujets, c'est d'abord l'implication du portefeuille qu'il occupe aujourd'hui, à savoir la coordination de l'action du gouvernement. Dites-nous, est-ce qu'il c'était opportun? Oui, pour moi déjà, Monsieur Abdoulaye Biotchané, venir à ce niveau, c'est déjà un grand pas de plus, c'est une reconnaissance parce que c'est quelqu'un qui a fait pour le Bénin depuis le bas. Il a contribué au Bénin de toujours, au Bénin d'aujourd'hui, il contribuera encore au Bénin de demain. Donc déjà, coordonner une équipe aussi technique, aussi peaufinée, aussi très forte techniquement, pour moi, je respecte beaucoup le gouvernement. C'est déjà très opportun pour le Béninois, lambda que je suis, et pour le Béninois de demain. Parce que toutes les actions, toutes les activités que mène ce gouvernement déjà aujourd'hui, ce n'est pas pour le Béninois d'aujourd'hui, c'est pour le Béninois de demain. Parce qu'on dit un développement durable, c'est un développement qui ne compromet pas les générations futures. C'est ça. Mathieu Coco. Oui, ben, je ne parlerai pas de l'homme, mais je parlerai du ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. C'est le chef d'orchestre de l'équipe gouvernementale. C'est vrai que nous avons un régime présidentiel, donc le chef de l'État est le chef du gouvernement. Mais cependant, le ministère en charge de la coordination de l'action gouvernementale, donc c'est le chef d'orchestre. Il est à la fois ministre de tout. Donc la planification de l'action gouvernementale, si tout le temps nous arrivons donc à féliciter le gouvernement du président Patrice Talon, c'est parce que il y a une bonne planification, c'est parce que il y a une coordination, c'est parce que il y a un suivi de tout ce qui se fait dans tous les autres ministères, c'est parce que il n'y a pas un seul pas qui soit posé sans que cela ne rentre dans un cadre, sans que cela ne soit défini préalablement dans un programme d'ensemble. Je crois que c'est le ministère même qui assure l'opérationnalisation donc du programme d'action du gouvernement parce que ils sont à la fois à la planification, ils sont à la mobilisation des ressources, ils sont aussi au suivi et ils sont à l'évaluation. Donc c'est un ministère central et je crois que il est conduit par un ministre qui en a l'expérience parce que déjà dans des gouvernements précédents, il a eu à occuper ces postes-là, donc il a l'expérience de la chose, donc je crois que c'est ce qui justifie les résultats que nous obtenons aujourd'hui. Et parlant de ces résultats, on parle aujourd'hui du développement économique du Bénin, dont il est un acteur phare, Bomé Agbaba. Aujourd'hui, sur le plan du développement, dans tous les secteurs, est-ce qu'on peut décerner un satisfecit au gouvernement? Je pense que quand on parle de ça, il faut aller aux indicateurs. Oui. Il faut aller aux indicateurs. Les indicateurs les plus souvent utilisés pour parler du niveau de développement. Il faut aller à l'IDH, l'indice de développement humain, qui prend en compte l'espérance de vie à la naissance. Je constate avec vous que les Béninois meurent très vite parce que nous sommes un pays pauvre. Et je pense que depuis un certain nombre d'années, ça a changé un peu. Au lieu de 48 ans, nous allons maintenant vers les 50 ans. Et c'est pour ça que l'État va lancer très bientôt le recensement général de la population, pour que nous puissions avoir des chiffres, pour avoir les informations réelles. Qu'est-ce que le gouvernement Talon a fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Donc je pense que ce que nous faisons actuellement, c'est beaucoup de tâtonnements. Nous n'avons pas encore de vrais chiffres. Mais il faut constater qu'il y a un peu de progrès.
il y a un peu de progrès, la croissance économique, elle évolue bien. Il y a beaucoup de réformes qui sont opérées dans beaucoup de secteurs. Les résultats sont en train de venir, mais il ne faut pas attendre les résultats maintenant. Mais quand on parle de réforme, c'est quelque chose qui va en profondeur. Ça prend du temps. On parle d'infrastructure. Il faut espérer des années plus tard pour avoir les retombées. Et c'est ça qui nous a manqué depuis des années. Tout développement part des infrastructures. Et parce qu'on parle de développement, quand on parle de développement, on dit que le développement, c'est l'ensemble des transformations structurelles qui accompagnent et perpétuent la croissance économique. Donc, si nous ne mettons pas en place ces bases-là, ces transformations structurelles, nous allons naviguer tout le temps. Et c'est ce que nous avons fait tout le temps, quoi. Nous n'avons jamais eu un programme réel de développement. Quelqu'un vient, il fait ce qu'il veut, l'autre revient, il remet tout en cause. Et c'est pourquoi moi, je voudrais vraiment qu'il soit légiféré un programme de développement pour notre pays, pour que quelqu'un ne vienne pas pour remettre en cause tout ce qui est en train de faire actuellement. Et je pense que n'importe quelle personne ne viendrait pas remettre en cause parce que tout ce qui est fait là, c'est bon. Et quelqu'un qui vient et qui a envie vraiment de transformer notre économie, il va s'inscrire dans la bonne ligne de ce qui est en train d'être fait là. Donc je pense que sur le plan économique, ça va, même si sur le plan social, nous craignons un peu, parce que quand un pays est en réforme, il faut accepter qu'il y ait des graissements dedans. Et je pense que c'est cette communication que le gouvernement tente de donner, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. S'il y a des réformes partout, à la maison, quand vous décidez de faire l'achat, vous réduisez la consommation. Quand vous réduisez la consommation, madame va commencer par crier, les enfants n'auront plus le même petit déjeuner. Mais vous leur dites, s'il vous plaît, je fais ça pour que dans 2 ans, nous puissions avoir une voiture. Je fais ça pour que dans 2 ans, nous puissions aller chez nous. Et c'est ce que le gouvernement cesse de dire. Je ne peux pas augmenter vos salaires maintenant parce que si je le fais, nous allons avoir des problèmes sérieux dans tel domaine. On n'aura pas de l'énergie, on n'aura pas de l'eau. Et pour moi, celui qui est en train de travailler pour le développement de l'ensemble du pays, un développement équilibré, un développement inclusif, je pense que l'eau, l'énergie passe avant telle chose. Et c'est cette communication que l'État fait ces dernières années, ces derniers jours. Alors, il y a beaucoup d'agences qui notent le Bénin. Hein. On entend souvent premier dans tel domaine, premier par-ci, par-là. Mais est-ce que cela se ressent au niveau de la population, vous, en tant que citoyen, Jordi Braille? Oui, c'est vrai qu'au niveau de la population, c'est très difficile. C'est très difficile actuellement, mais il n'y a pas de gloire sans croix. Il faut passer par des choses avant d'atterrir sur le vrai bonheur. Le gouvernement doit serrer certaines choses pour pouvoir peut-être régler les dettes, pour pouvoir payer le salaire des fonctionnaires, pour pouvoir faire autant de routes, pour pouvoir créer autant d'infrastructures, pour pouvoir financer aussi des cantines scolaires, par exemple. Il doit avoir de ces genres de sacrifices au niveau de la population qui ne sont pas ressentis. Et où une population qui est en détresse tout le temps, mais qui a du mal à vraiment écouter les conseils du gouvernement et à attendre le gouvernement. Voilà. Mathieu Coco? Oui, ben, dire que si la population ressent vraiment cette croissance dont le Bénin fait l'objet sur l'international, moi je crois que il faut essayer de recadrer un peu cela, parce que vous savez, lorsque vous allez quelque part où vous gagnez 1 million, pendant que vous partiez, votre maison, la toiture était en forme, tout était là. Mais quand vous revenez, vous allez constater que le vent, tout décoiffé. Donc les 1 million, vous n'allez plus ressentir en réalité que vous avez eu de l'argent. C'est dit tout simplement qu'au moment où on était en train de prendre de l'envol, la crise, les 2 crises qui sont en train de secouer le monde aujourd'hui sont survenues. Vous avez vu la crise de Covid-19 qui a malmené même les grands pays, les grandes nations, et aussi la crise actuelle qui est en train de tout chambouler. Je crois que tout cela mis ensemble fait que on n'arrive pas vraiment à percevoir tout de suite ce qui est en train d'être produit, ce qui est en train d'être gagné par le Bénin. Mais au-delà de cela, je crois que personnellement, nous avions un travail. Le travail que nous avions à faire, c'est en réalité d'expliquer toujours davantage aux populations pour qu'ils comprennent qu'on ne doit pas relâcher. Dire qu'aujourd'hui... Les populations sont impatientes aussi de l'impatience, ça se comprend. On ne va pas passer tout le temps à expliquer. Non, mais l'impatience, ça se comprend. Mais si à côté de l'impatience s'ajoute le silence de ceux qui nous dirigent, là ça va être très 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 difficile. Je crois et je pense toujours qu'on ne sera pas fatigué d'expliquer et de donner toujours espoir à cette population qui a besoin aussi
de bien vivre sous le soleil. Donc pour moi, je crois que le gouvernement est sur la bonne voie. Et quand vous voyez la façon dont les choses sont échelonnées, quand on a commencé par travailler pour une meilleure qualité de l'énergie, c'est parce qu'on sait que nous allons faire appel aux investisseurs, c'est parce qu'on sait que la zone industrielle de Glodjigbe doit être installée, c'est parce qu'on sait ainsi de suite. Lorsqu'on a commencé par travailler pour appeler les investisseurs à venir investir dans notre pays, on sait qu'on a des problèmes de foncier, on sait qu'il faut les régler, on sait qu'il faut mettre en place des instruments juridiques qui vont faire en sorte pour donner beaucoup plus confiance à ces investisseurs afin qu'ils puissent savoir que notre pays est un pays où ils peuvent investir en toute sécurité. Donc je crois que la planification qu'il y a, la façon de faire que le gouvernement a adoptée depuis 2016, il faut pouvoir continuer dans ce sens. Mais on sait qu'en continuant dans ce sens-là, la population va toujours sentir cela d'une manière donnée. Est-ce que la population se retrouve dans cette planification-là? Puisque, bon, c'est vrai, on dit que le Bénin est premier dans tel domaine où est économiquement stable, mais cela ne se ressent pas au niveau de la population. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut expliquer. C'est pour cette raison qu'il faut expliquer. Parce que on dit que le Bénin est le premier producteur du coton. Par exemple. Moi, je ne suis pas dans le circuit, dans la chaîne du coton, donc je ne ressens rien. Mais cependant, les producteurs du coton, eux, ils le sentent. Ils doivent pouvoir, c'est sûr qu'ils le sentent. C'est sûr qu'ils savent que, désormais, quand nous vendons notre coton, on a automatiquement l'argent. C'est sûr qu'ils savent que les intrants sont disponibles. Donc, c'est l'ensemble de cette chaîne qui, un jour, va atteindre, va se raccorder au même point et que nous autres populations lambda, on commence par bénéficier. On doit pouvoir savoir que le Bénin que le président Patrice Talon est en train de conduire aujourd'hui, ce n'est pas pour ceux qui sont à 2 ans de la retraite, c'est pour nos enfants, c'est pour nous. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous sera très bénéfique dans 5 ans, dans 10 ans. Quand on saura désormais que pour aller au concours, nous avons désormais tous les mêmes chances, tout le monde va s'évertuer pour étudier. Il n'y a pas longtemps qu'on entend des parents dire à leurs enfants, ne perds pas ton temps parce que ceux qui seront admis, on les connaît déjà. Mais depuis un moment, ce langage a commencé par disparaître un peu. Donc, ce qui veut dire que nous approchons déjà de ce but-là. Il ne faut pas se fatiguer. Le gouvernement doit s'évertuer, même si on le critique dans ce sens, ils doivent s'évertuer pour expliquer, parce que le travail qu'ils sont en train de faire ne peut pas être vu aujourd'hui, ne peut pas être connu aujourd'hui. Donc, c'est avec le temps que le bâtiment va sortir, qu'on saura que c'était un beau bâtiment. Alors, le hautement social dont on parle pour le second quinquennat du gouvernement, c'est vrai qu'on ne le ressent pas déjà tout de suite, mais déjà à quand est-ce qu'on peut le ressentir finalement? Parce que les populations sont impatientes. D'ailleurs, ils l'ont exprimé lors des tournées sur la cherté de la vie où il y a des citoyens qui ont dit que ce n'est pas la route qu'on mange. Je pense que le ministre d'État a bien fait d'expliquer dans son intervention ce que c'est que le hautement social. Oui. J'ai pris vraiment le soin de l'écouter. Nous avons vraiment, pour la plupart, en tout cas, je ne le suis pas, mal compris ce que c'est que le hautement social. Les gens ont pensé à un moment donné que l'État va distribuer de l'argent. Ça ne se fait dans aucun pays. Quelqu'un l'a fait dans un pays, mais c'est malheureux. On ne développe pas un pays comme ça en distribuant de l'argent aux gens. C'est pas possible. On a pensé que le hautement social, là, ça va être de dire aux populations, venez à tel endroit, demain on vous donne 50 000 francs chacun. Bon, pas forcément. La plupart, c'est ce que les gens ont pensé. Le hautement social, par exemple, c'est d'offrir des infrastructures de qualité aux gens. Quelqu'un qui doit prendre des heures pour quitter sa maison et aller au service aujourd'hui en 30 minutes, il fait un trajet qu'il faisait avec 4 heures de temps. C'est du hautement social, ça. Le hautement social, c'est rapprocher, par exemple, les marchés des consommateurs. Moi, je passe quand je vois le marché qui est en train d'être construit à Bégamin, je dis, mais c'est formidable ça. Le jour où on va se livrer ce chantier-là, je vais être peut-être les premiers acheteurs de ce marché parce que c'est tellement joli. C'est du hautement social, ça. Le hautement social, c'est ce que l'État fait dans l'éducation. C'est la dématérialisation, c'est du hautement social. Parce qu'on l'a expliqué dans le passage, dans le plateau précédent. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour faire votre casier. C'est du hautement social, ça. Parce que pour faire le casier, vous vous déplacez plusieurs fois. Vous déposez, vous rentrez, vous revenez pour, on dit c'est pas encore prêt. Vous revenez plusieurs fois. Aujourd'hui, vous le faites en ligne à 1000 et quelques heures. Et 48 heures, c'est là dans votre boîte. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Sur le plan de la santé, je pense que l'État fait beaucoup d'efforts. Et il faut le reconnaître, hein. C'est vrai que tout n'est pas encore bon. Il reste encore à faire. Donc, ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, l'État met beaucoup d'argent dans le secteur social et dire que ça reste encore, je pense que c'est pas vrai. Il y a l'éducation, quand on parle du hautement social, il y a la santé, il y a les salaires également. Et je pense que c'est là que moi, j'ai été vraiment insatisfait.
Par rapport au salaire, j'ai été insatisfait. On connaît le président Talon quand il était patron d'entreprise. On sait comment il paye ses employés. Moi, j'ai imaginé, j'ai même dit avec des amis que les syndicalistes sont allés au rendez-vous avec le président de la République. Ils vont rentrer ce soir avec une bonne information pour nous. Vous allez apprendre que le président a augmenté correctement les salaires parce qu'il sait que ce que nous prenons là, c'est insuffisant. Et quand on voit les salaires politiques comparés aux salaires des fonctionnaires, on se dit qu'il y a une injustice et que le président Talon prendrait, trouverait l'occasion pour corriger cette injustice-là. Mais il a dit, ce n'est pas encore le moment, attendez-moi parce que j'ai des difficultés. Mais pendant que ces difficultés existent, on a satisfait des gens. C'est là que moi j'ai été un peu insatisfait par rapport à la façon dont les choses sont gérées sur le plan social. Jody Brahi. Oui. Déjà, pour moi, le rehaussement social, c'est tangible parce que moi, j'ai eu la chance de me rapprocher de certaines localités des collines, comme par exemple Olafé, Issalé-Baye, Oudou-Tedo, dans des écoles où déjà c'est inculqué dans la mentalité des enfants qu'il faut que c'est la terre qui est prometteuse. C'est la terre d'abord avant tout. Et vous imaginez, je suis même allé comprendre certains parents qui disent, bon, quand mon enfant va à l'école, c'est pas sûr que demain on puisse manger. Alors qu'aujourd'hui, j'ai besoin de son énergie pour qu'on puisse manger. Mais dans ces écoles, l'État a fait recruter des gens, des maîtres cantines, des superviseurs grâce à un programme, je pense, en complicité avec le programme alimentaire mondial pour offrir au moins un repas chaud à des enfants. Ça, c'était très bien. Et au point où la police est même instruite pour décourager les parents qui n'enverraient pas des enfants à l'école. Ça, pour moi, c'est du social. C'est très bon. C'est vrai que dans les localités, dans certaines localités proches du littoral, c'est pas encore fait ou c'est pas encore tangible. Mais le rehaussement social, pour moi, déjà, c'est ça. Le rehaussement social, pour moi, c'est d'essayer. Déjà, vous savez, pour augmenter les salaires, moi, j'ai fini par comprendre, pour augmenter les salaires, il faut énormément de finances à l'État. Mais l'État, déjà, est en train de vouloir canaliser les finances qui étaient dispersées. Lorsque vous prenez par exemple les administrations décentralisées, comme les mairies où ils avaient un lourd budget, donc le maire était tout puissant et puis le maire était comme le Père Noël de la zone, où on arrive quand même à quadriller les finances de ce maire-là. C'est vrai qu'il y a des salaires qui ont été créés, des émoluments qui ont été créés aux alentours de ce maire-là qui sont un peu, comme l'a dit mon prédécesseur, qui ne sont pas bien. Mais déjà l'État, dans le social, pour moi, a commencé par quadriller ces finances-là. Et lorsqu'il y aura un plein à dégager, je pense que l'État, structurellement, va penser aussi aux autres acteurs, dont les fonctionnaires, en vue de faire des augmentations. Pour moi, c'est ça. Alors, il y a un autre sujet sur lequel est revenu le ministre d'État, notamment la crise, la guerre russo-ukrainienne qui a quand même laissé des conséquences sur pratiquement beaucoup de pays dans le monde. Le Bénin n'est pas également épargné par cette crise. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement a pris certaines mesures pour lutter. Mais est-ce que ces différentes mesures que le gouvernement a prises, Mathieu Koko, est-ce que vous, aujourd'hui, vous le ressentez sur le terrain? Non, avant de venir à votre question, je voudrais me prononcer un peu sur le haussement social. C'est vrai que le haussement social n'est pas forcément de la distribution de l'argent et des vivres et des biens aux populations, mais c'est de faciliter en réalité leurs conditions de vie beaucoup plus. L'accès aux soins de santé, et je crois que le vaste projet ARCHE est en train de prendre en compte de façon considérable le social, le côté social donc du programme d'action. Quand on sait que désormais il y a beaucoup de personnes au Bénin qui ont accès aux soins de santé grâce à leur carte biométrique et qui arrivent facilement à se faire soigner à moins de coûts, je crois que c'est du haussement social, c'est très fort, c'est beaucoup d'investissement pour l'État. Et ça, il faut le reconnaître parce que il faut aller voir ce que ça coûte pour notre pays en un an pour pouvoir assurer les soins de santé à une partie de la population. C'est vrai qu'à l'heure où nous parlons actuellement, ce n'est pas encore répandu pour tout le monde. Mais l'accès à l'eau, l'eau c'est la vie. Lorsqu'on facilite l'accès à l'eau potable, je crois que c'est très important. Il y a quelques jours, j'entends aussi dire déjà que les compteurs d'électricité sont cassés carrément. Jusqu'avec 20 000 francs, vous aurez accès à l'électricité. Vous pouvez avoir un compteur. Je crois que c'est dans ça qu'il faut mettre l'argent
au lieu de réunir les gens à une place publique où vous dites, bon, je suis venu, je vous ai parlé, vous êtes bon, et puis on part, chacun prend 20 000, chacun prend 10 000. Ce n'est pas ça, ils vont bouffer, ça va finir. Mais ce qui est en train d'être fait là, c'est pour chose là. C'est vrai, les gens ont parlé des salaires. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que il faut que l'enseignant soit payé au même titre que le ministre de l'économie et des finances. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent ça. Non, 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 du tout pas. C'est vrai qu'il y a des travailleurs qui sont vraiment à la tâche et qui travaillent beaucoup, mais dont les revenus, les salaires ne sont pas aussi conséquents et qu'il faut travailler pour l'augmentation. Mais attention, le secrétaire exécutif d'une mairie, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, je n'en suis pas un, je n'ai pas de parents dedans. Mais écoutez, demain quand on va dire, écoutez, on a manqué 200 millions, mais c'est lui automatiquement, il va à la criette là. Ce sont les risques. C'est la hauteur, c'est la grandeur des risques qui fait qu'à des moments donnés, on est obligé de mettre la personne dans des conditions données pour qu'il ne soit pas tenté à aller vers certaines choses. Je crois qu'on l'a suffisamment expliqué dans tous les pays du monde entier. Il y a de ces postes politiques qui sont toujours payés au-dessus même des fonctionnaires de tout le monde. Donc moi je crois que ce qu'il faut pour notre pays aujourd'hui, c'est de faire en sorte pour que la corruption soit complètement éradiquée. Et l'un des chemins pour éradiquer la corruption, c'est aussi par là. Pour revenir à la question des mesures prises par le gouvernement, sur la cherté de la vie. Sur la cherté de la vie. Le gouvernement fait ses efforts en refusant ou bien en renonçant à des taxes sur certains produits. Le gouvernement fait déjà beaucoup d'efforts, mais il faudrait toujours informer. Il faut communiquer autour. Depuis quelques jours, j'entends qu'on publie le prix du ciment, le prix de l'huile végétale, et ainsi de suite. Je crois que c'est le moment plus que jamais pour que les structures du gouvernement en charge du commerce, en charge des consommateurs au Bénin, puissent travailler de façon permanente. Ah, mais ce ministère maintenant ne doit plus être un ministère de repos. Non, 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 parce que les revendeurs ne manquent pas d'occasion pour pouvoir arracher un peu plus. Pour spéculer. Pour spéculer. Et quand ça doit être comme ça, il faut que ça soit surveillé. Et depuis un moment, les revendeurs de ciment refusent de délivrer, par exemple, les factures. Je ne sais pas si le gouvernement est informé. Vous achetez, factures normalisées. Même si ce n'est pas normal, ils refusent même de vous donner une preuve de ce que vous avez acheté le ciment à tel montant. Ils refusent. Et bien je crois qu'à un moment, le gouvernement doit... Mais quand même, le gars finit de te vendre, il refuse de donner la facture. Tu vas faire comment? Mais vous faites tout. On est en train de communiquer les prix à la télé pour dire que voilà à tel montant. Mais il y a les agents du ministère aussi qui sont sur le terrain. Je crois que c'est le moment plus que jamais qu'ils parcourent, s'il le faut, tous les points de vente, dans toutes les rues. Il leur faut des agents d'information et il faut qu'ils en recrutent pour que pendant cette période-là, la population puisse bénéficier des efforts du gouvernement. Et c'est pour ça que je parle toujours de la communication. Il faut que le gouvernement communique. Je voudrais revenir sur la question des salaires. La question des salaires. Avant de parler des mesures prises par le gouvernement, les enseignants en particulier, les fonctionnaires en général n'ont jamais demandé à être payés au même niveau que les ministres. Des Finances. Jamais on a demandé ça. Oui. Les pays dans lesquels il y a des crises, l'État augmente les salaires pour donner aux populations le pouvoir d'achat qu'il faut pour qu'ils puissent vivre. C'est de ça qu'on a besoin. Ça fait des années que nous vivons avec cette crise-là. Les pouvoirs d'achat aujourd'hui sont érodés. Donc nous demandons jusqu'à l'État de nous donner le salaire qu'il faut pour que nous puissions aller au marché pour acheter et vivre. C'est de ça qu'on a besoin. Et vous ne pouvez pas savoir le cercle dans lequel ça entre. Quand quelqu'un prend son salaire, c'est tout le marché qui est au courant, tout le monde profite. Donc si les fonctionnaires ont une augmentation de salaire, nous allons d'une façon également régler. Encore que les fonctionnaires n'avaient pas eu, les commerçants ont dit que bon, le gouvernement a augmenté. Vous voyez ça, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, donc les gens qui ont la télé qu'on veut augmenter des milliards pour les fonctionnaires. Donc, on pense particulièrement aux enseignants, tout comme si on est les seuls fonctionnaires de l'État comme vous aussi. Je passe. Le sujet sur la cherté de la vie et les mesures que le gouvernement a prises. Je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut, mais il reste encore à faire. Ce que nous vivons actuellement montre les faiblesses de notre économie. Si on dit que les produits vivriers viennent de l'Ukraine, quand il y a une frontière là-bas, cela montre un besoin. Ouais. Et moi, enseignant d'entrepreneuriat, lorsque vous constatez qu'il y a un besoin sur un terrain, ça fait une idée de création d'entreprise. Cela signifie qu'il faut produire.
Les mesures, ce n'est pas que augmenter les salaires. Ça, je le redis. J'ai fait des communications là-dessus, j'ai fait des articles là-dessus. Ce n'est pas que consommer, ce n'est pas que augmenter les salaires. Ce n'est pas non plus diminuer la consommation, c'est travailler la production. Pour que les produits que nous n'avons pas, nous puissions commencer par les produire. C'est vrai que ça se fait. Il y a certains qui sont obligés d'exporter. L'État a pris des dispositions pour que les produits locaux ne soient plus exportés. Il y a aussi que les produits importés concurrencent les produits locaux. Et je pense que le gouvernement a besoin de prendre des mesures protectionnistes pour que nous puissions vraiment consommer ce qui est produit localement. S'il faut subventionner les produits locaux, pour que ça revienne plus cher aux populations, je pense que l'État travaille à ça. Et on va certainement parler de ce qui se fait à Glodjigbe actuellement. Et moi, je pense que s'il y a un secteur dans lequel l'État doit beaucoup travailler au Bénin, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est la base du développement de l'Afrique en général et du Bénin en particulier. Ça fait le sujet que nous on a donné au bac cette année, en série B, où nous avons dit que l'agriculture est la base du développement de l'Afrique. Si nous voulons vraiment développer le Bénin, c'est l'agriculture. Mais il se fait qu'aujourd'hui, nous n'aimons pas le champ. Et ceux qui font le champ aujourd'hui ont fait de l'agriculture de maison. On fait la production pour juste la manger, consommation. pour la consommation. On ne fait pas ça comme activité. On a des agriculteurs, des gens qui ont des espaces énormes qu'ils emblavent. On n'en a pas. Vous allez juste voir quelques personnes qui font du coton, qui font ainsi, qui font ceci, etc. C'est insuffisant. Donc je pense que l'État a travaillé à ça, à faire de la promotion de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole pour que nous puissions vraiment avoir des gens qui sortent avec un bac par exemple et qu'on oriente vers l'agriculture. L'État met un vaste programme là et pour que les gens ne soient pas découragés. Qu'on ne dise pas que quand on va à l'école pour devenir agricole, c'est un échec. Et je pense que, bon, ce plateau n'est pas indiqué pour en parler. L'un des problèmes que nous avons, c'est ça. Nous avons des appréhensions socio-culturelles qui font que nous n'avançons pas. Quand vous allez à l'école, vous avez un bac, vous allez au champ, il a échoué, hein. C'est un échec social. Églobiné, alors que ce n'est pas le cas. On peut avoir un bac plus 5 et devenir cultivateur. La preuve, il y en a qui sont cultivateurs aujourd'hui et qui donnent de l'argent à des gens qui ont bac plus 5, qui sont docteurs. Moi, j'ai vu des docteurs qui circulent. Hein. Moi, j'ai vu un docteur la fois dernière qui avait même besoin de 2000 francs. Bac plus 8. Ça, c'est à quoi? Rien. Moi, aujourd'hui, j'oriente les gens avec BPC à aller faire des formations professionnelles. Donc, je pense qu'il y a ce problème-là qu'il faut régler, que nous travaillons à produire suffisamment et que l'État continue à prendre les mesures qu'il prend et à aussi un peu défiscaliser certaines choses. Nous avons un peu d'impôts qui sont créés ces dernières années. Et je pense que c'est un peu de trop. Pendant ces temps qui courent là, je voudrais que l'État continue à faire des efforts dans ce sens-là. C'est vrai que nous sommes un pays fiscal, nous vivons des fiscs, nous vivons des impôts et taxes. L'État doit faire des efforts, réduire un peu les impôts pour que les populations puissent être poussées à créer. Parce que quand les impôts sont chers, ça ne fait pas de la promotion de l'entrepreneuriat. Puisque vous avez commencé avec la zone économique, la zone économique de Glodjigbe, je vais rester avec vous pour avoir votre avis par rapport à ce qui se fait là-bas. Vous voyez, le ministre d'État aussi, il était tellement satisfait quand il allait faire son dernier tour sur le chantier. C'est une belle innovation. Et je pense qu'au-delà d'autres choses que l'État a fait, ça, ce qui se fait à Glodjigbe, moi je vais m'offrir l'occasion d'aller dans ce centre-là. C'est magnifique. Enseignant d'économie, c'est une franche industrielle aujourd'hui. Des entreprises sont installées auxquelles on donne des facilités fiscales, administratives, etc. Où on veut transformer des choses au Bénin. Moi, je suis vraiment content. Que notre coton ne soit plus exporté de façon brute. Qu'on commence pas à faire du pain au Bénin. Qu'on commence pas à monter des voitures. Non, moi, je vais commencer par cotiser de l'argent, prendre des voitures de Glodjigbe. On va plus prendre les voitures importées, tout ça, etc. Je pense que le gouvernement mettra en place les mesures qu'il faut pour que nous puissions consommer ce qui va être fait là. Parce que c'est aussi ça. Il ne faut pas que ça soit fait que nous soyons incapables de consommer. Il ne faut pas que les produits soient là et que ça soit exporté ou que les entreprises viennent s'installer et elles constatent que les produits qui sont fabriqués ne sont pas consommés par les populations. Jordi Braille. Oui, pour moi, Glodjigbe, déjà, c'est une manière de pallier aux problèmes d'emploi. Mais je pense que, à part ce que Glodjigbe est, à part ce que ça contient, je pense qu'il y a un problème de communication autour. Parce qu'il faut forcément aller rencontrer d'abord, ou bien entendre d'abord le ministre, avant de savoir qu'il y a quelque chose qui se fait là. Je me dis que le gouvernement aurait pu communiquer autrement sur la chose de Glodjigbe. Parce que j'ai eu une fois la chance de côtoyer le DG APIES, M. Laurent Gangbès, qui a exposé Glodjigbe dans toute sa splendeur. C'est que c'est magnifique. Si aujourd'hui le gouvernement a fait autant d'efforts et ne communique pas autour, je pense que c'est déjà qu'il est en train de préparer lui-même son échec. Mais Glodjigbe, c'est un espoir, c'est bien, c'est ce qu'il faut pour les jeunes qui ont besoin d'être sécurisés professionnellement et ce qu'il faut pour les Béninois. Voilà. Je vais finir avec vous, Mathieu Papa. Oui, disons que Glodjigbe, c'est la plus grande innovation que le gouvernement du président Patrice Talon. Moi, je dirais qu'il nous a surpris
il n'y avait pas eu de tapage autour, tout a commencé timidement, et puis brusquement, j'ai pris par là, j'ai vu que quelque chose de magnifique est en train d'être fait. Je crois qu'il faut maintenant que, en dehors de la communication, que les Béninois s'apprêtent pour s'approprier tout ce qui va se passer là-bas. Il ne faudrait pas qu'on nous dise que on est chômeur, alors que la main d'œuvre pour travailler à Gros Djigbe va commencer par quitter le Togo, va commencer par quitter le Nigeria, parce que peut-être on n'a pas un informaticien au point au Bénin, parce que peut-être on n'a pas un technicien de tel niveau, ainsi de suite. Je crois qu'il faut anticiper. Il faut commencer encore déjà par travailler pour produire la main-d'œuvre à ce qui se fait à Gros Djigbe pour que ce soit vraiment au profit des Béninois. J'étais content la dernière fois quand l'appel a été lancé pour prendre près de 3000 couturiers et autres qui sont en formation. Avec la visite du ministre d'État la dernière fois, on a vu, ils étaient tous en formation. On est en train donc de leur donner l'outillage nécessaire pour faire ce travail. Si désormais on sait que le kaki que nos enfants vont porter pour aller à l'école se produit tout simplement à Gros Djigbe, il va falloir aussi que l'ensemble, tout se fasse pour que le rapport avec le prix, exactement, parce que c'est l'autre problème. Ne soit pas tenté d'aller prendre des produits chinois que de prendre ce qui se produit chez nous. Parce que l'autre grande difficulté, c'est ça. Souvent, ce qui se produit au Bénin coûte plus cher que ce qui est importé. Merci. Merci à vous tous, chers invités. Je vais vous libérer, Jordi Brahi, pour recevoir un autre invité sur le troisième plateau qui va suivre à présent. Le président de la République, M. Patrice Talon, et son ministre des Sports ont imprimé le style et le rythme au sport béninois ces 6 dernières années. Ils ont aseptisé le milieu et posé des actes qui révèlent des capacités de nos athlètes. Avec le ministre Oswald Omeki, l'émission Le Gouvernement en Action s'est intéressée à ce qui a été fait ces 12 derniers mois, notamment sur la construction et la rénovation des stades, la promotion du sport, la construction du boulodrome, la mise en place d'une unité de production et bien d'autres chantiers en cours d'exécution. On va suivre le compte rendu que nous propose la rédaction et revenir en plateau pour décrypter. Les 22 stades construits aux normes internationales seront bientôt inaugurés. C'est la bonne nouvelle annoncée par le patron des sports ce jeudi sur le plateau. C'est l'un des géants projets du gouvernement qui souhaite promouvoir le sport béninois tant en infrastructure qu'en révélation de talent. L'ambition à terme est de faire de chacune des 77 communes le nid d'hébergement d'une pelouse, a confié Oswald Omeki. 22 communes en ont déjà bénéficié. Ces stades sont finalisés, prêts à être inaugurés. Nous allons procéder à l'inauguration dans quelques semaines. Et évidemment, comme vous l'avez dit, nous allons poursuivre cet ambitieux programme en dotant d'autres communes de notre pays de stades omnisports, une fois encore pour que notre pays puisse avoir des infrastructures aux normes et que éventuellement, comme nous l'avons vu déjà avec la belle pelouse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou qui aujourd'hui attire beaucoup, que le Bénin soit une plateforme continentale, une référence en matière d'infrastructures sportives aux normes internationales. Et pour ce qui est de l'entretien de ces joyaux, le ministre rassure qu'il n'y aura pas de faille. Les sports boules bénéficieront aussi très prochainement d'un boulodrome de type moderne qui accueillera le prochain championnat de pétanque. Les architectes sont à l'œuvre, explique Oswald Omeki. Alors, je voudrais d'abord confirmer que les championnats du monde auront bel et bien lieu au Bénin. Vous savez que pour mettre en place un projet aussi important, il faut faire des études. Les études ont pris beaucoup de temps parce que le boulodrome que nous voulons construire n'est pas un boulodrome au rabais, c'est un boulodrome à la taille de la nouvelle façon de faire du Bénin. Et donc, l'architecte en charge du projet est d'ailleurs en ce moment même au Bénin où nous avons fait le point. L'entreprise est déjà sélectionnée. Nous sommes en train de démarrer et ce boulodrome sera prêt dans un délai d'environ 12-14 mois au maximum. Le Bénin a signé un accord avec la National Basketball Association. Ce mémorandum du 17 mai 2022 vise le développement du basketball dans le pays. Ce que nous avons retenu avec la NBA, c'est que dès notre programme de formation des classes sportives, programme de formation des jeunes officiels, programme de mise en place d'une ligue junior dans notre pays et le championnat, ensuite avec l'ambition de mettre dans la Basketball African League, cette nouvelle ligue africaine, un club béninois, que nous ayons l'accompagnement de la NBA de bout en bout.
de sorte à ce que le Bénin devienne un des pôles que la NBA regarde, où la NBA travaille et à partir desquels la NBA peut extraire des talents pour aller alimenter ce championnat d'élite. En plus, nous avons décidé de construire au Bénin une aréna moderne de basketball qui sera aux mêmes normes que les arénas de la NBA et qui sera un des pôles de déroulement de la Basketball African League, ce championnat que la NBA met en place pour l'élite africaine. Pour offrir un bon spectacle sportif à la population béninoise, le gouvernement a initié une formation riche en pratiques aux techniciens qui vont constituer une unité de production de matchs en direct, se réjouit le ministre des Sports. En regarde des qualités de production qui ne valorisent pas ce que nous faisons, nous n'allons pas permettre le rayonnement de la dynamique qui est en cours dans notre pays. Et donc, c'est pour révéler le sport béninois, pour le montrer au monde dans les normes et standards acceptables, que nous avons fait cet investissement important qui a consisté donc à acheter des équipements de dernière génération, à recruter des expertises internationales de grande renommée et surtout à choisir des Béninois pour les former à l'animation de cette unité de production. Pour finir, le ministre Oswald Omeki a remercié l'ensemble des acteurs sportifs et surtout le peuple béninois pour les différentes actions de révélation de nos talents. Voilà, retour sur ce plateau avec, après ce compte rendu du passage du ministre Oswald Omeki sur l'émission Le gouvernement Nation. Je suis avec Théophile Aza qui nous a rejoint entre-temps, analyste sportif. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir amis téléspectateurs de ETélé. Alors, vous avez suivi avec nous le passage du ministre des Sports, Oswald Omeki. Déjà par rapport à la forme, est-ce que vous, en tant qu'analyste sportif, est-ce que le ministre vous a satisfait? Oui, je peux le dire, satisfait sur un certain nombre de plans. Évidemment, lorsqu'on parle du sport au Bénin, je dirais les 20 dernières années ou 10 dernières années en arrière, je pense que avec l'avènement de la rupture et le département qu'occupe aujourd'hui Oswald Omeki, pour avoir fait 5 ans et entamer un second quinquennat, je pense que c'est satisfaisant, c'est reluisant dans certaines mesures. C'est vrai qu'il y a des choses, tout n'est pas rose, il faut avoir le courage de le dire. Il y a des choses à parfaire, les résultats tardent à venir, mais je pense que dans l'ensemble, on peut déjà lui tirer un coup de chapeau. C'est un ministre qui porte son portefeuille. On le sent sportif, il met du zèle dans ce qu'il fait, très organisé comme les autres également. Bravo à lui. Mathieu Koko, sur la forme, toujours. Oui, mais sur la forme, je crois que le ministre Oswald Omeki nous a fait part de tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire dans son ministère. On a compris de très très grandes innovations. On a compris aussi que le Bénin est en train de s'inscrire dans le Conseil des grandes nations en ce qui concerne le sport. Ce qu'il faut le plus remarquer, c'est que le ministère des Sports ne s'inscrit pas seulement ou bien ne lutte pas seulement pour une discipline sportive donnée. Donc, ils essaient donc de faire la diversité et avec l'accord qui a été signé avec NBA la dernière fois, je crois que beaucoup de choses, beaucoup de disciplines sont en train d'être touchées. Donc c'est déjà félicité et il faut dire donc aussi que bon, les résultats prendront le temps qu'ils prendront, mais finalement pas être là. Parfait. Alors nous allons revenir un peu sur le fond, sur les différents sujets abordés par le ministre dans son émission. C'est bien sûr d'abord la construction des stades omnisports dans toutes les communes. Aujourd'hui, nous sommes à 22 stades déjà en construction. Dis-nous, Théophile Aza, oui. Comment, en tant qu'acteur du sport, comment avez-vous accueilli cette décision de construire des stades omnisports dans toutes les communes du Bénin? Écoutez, lorsque la décision a été prise par le gouvernement au Conseil des ministres et annoncée par le ministre Oswald Omeki, moi personnellement, en tant que sportif, puisque je fus sportif, et dans certaines conditions misérables, excusez-moi de qualifier cela comme ça, j'ai applaudi. J'ai applaudi parce que tout simplement, quand vous voyez tout ce qui a été construit et que
les compétitions se déroulent normalement comme il se doit, et les jeunes qui nourrissent ces ambitions-là de pouvoir s'exprimer sur des pelouses synthétiques, des pelouses de dernière génération, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, en tant qu'ancien footballeur, je n'ai pas eu cette chance. Et ces jeunes qui ont cette chance-là aujourd'hui peuvent s'exprimer sans embâche, sans complaisance. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Lorsque, il y a quelques années en arrière, lorsque ces joueurs qui doivent aller faire des tests en Europe, ils y vont, ils n'échouent pas forcément parce que, point de vue tactique ou point de vue technique. Discipline tactique ou technique, ça ne marche pas forcément. Mais c'est à cause de la qualité des pelouses. Ces jeunes n'ont pas forcément l'habitude, n'ont pas la tradition d'évoluer forcément sur des gazons synthétiques ou sur des terrains aux normes afin de pouvoir s'exprimer véritablement. Mais ils échouent à cause de ça. Mais lorsque le gouvernement a pris, n'est-ce pas, la décision de construire ces stades-là dans ces communes, mais cette décision est salutaire, ça va permettre l'éclosion de ces talents-là, ça va permettre l'émulation au niveau donc de la jeunesse, et à les préparer véritablement pour aller, lorsqu'il s'agira donc de s'exprimer ou d'aller faire des tests en Europe, de réussir. Cela pourra permettre à ces jeunes-là qui sont encore au pays et qui s'expriment de continuer à évoluer normalement. Et ça va nous permettre de faire évoluer notre football. Moi, je dis c'est une décision, et figurez-vous, c'est un stade omnisport construit dans 22 stades construits dans les différentes communes. Déjà. Faites un tour dans ces stades-là. C'est ce que nous voyons. Moi, j'ai voyagé un peu partout, dans la sous-région, j'ai vu comment ça se fait. Mais écoutez, c'est des stades qui répondent à des normes internationales. Où on n'avait pas, il y a quelques années en arrière, on n'avait pas le droit de s'exprimer sur ces stades-là. Je pense que c'est quelque chose qui se fait et le gouvernement, le ministre des Sports, il faut l'encourager à continuer dans ce sens pour que nous ayons des talents qui vont, d'ici là, nous permettre d'avoir des joueurs. Je suis aussi satisfait que le sportif qui m'a précédé. Quand j'ai suivi le ministre, il a dit qu'il veut faire du Bénin une nation de sport. Et je pense que quand on veut faire d'un pays une nation de sport, la première chose, c'est qu'il faut les infrastructures. Il faut créer les espaces d'expression et d'animation des sports. Première chose. Vous imaginez, il y a plein de joueurs qui sont dans nos contrées, dans les villages, et ils n'ont pas de terrain, vous voulez qu'ils jouent où? Nous avons tout le temps pensé que les meilleurs joueurs sont à Cotonou. Et voilà ce que ça donne. Les joueurs que nous avons aujourd'hui sont de Cotonou. C'est ceux qui ont des parents qui sont à Cotonou, qui viennent jouer ici. On détecte leurs talents, on les met dans les clubs, ça avance, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans les localités. Et je pense que c'est à travers ces stades-là qu'on va les détecter, qu'on va réveiller les talents qui sommeillent en eux. Et je pense que nous allons très bientôt, et dans les années à venir, comme le rêve que porte le ministre des Sports, ce rêve va se réaliser. Ça, je pense que dans les années à venir, le Bénin peut aller à la Coupe du Monde et gagner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors Mathieu Koko, une chose est de construire des stades, mais aussi il faut penser à l'entretien de ces stades-là, parce que ce que nous connaissons en tant que Béninois, quand les infrastructures sont construites, on sait comment les Béninois l'entretiennent. Oui, ben je crois que quand j'ai suivi le ministre, même avant même de le suivre, je crois qu'il y avait un appel à candidature qui était lancé pour recruter donc les agents d'entretien, aussi je crois le personnel administratif pour gérer les stades. Vous savez, avec le gouvernement du président Patrice Talon, c'est un peu différent. Ce ne se fait pas avec beaucoup de légèreté. Et puis, à ma connaissance, il me semble déjà que ces personnes sont déjà recrutées et que les stades sont déjà fonctionnels et que l'entretien, moi j'ai pour la première fois visité les stades, c'est hier que j'ai visité un stade parmi les 22, c'était le stade d'Aplaoué. J'étais là-bas hier, j'étais vraiment épaté. Je crois que les sportifs béninois n'ont plus d'excuses pour ne pas réussir. Ils n'ont plus d'excuses pour ne pas réussir. L'essentiel, c'est l'entretien et aussi, je crois, au-delà de l'entretien du point de vue nettoyage et autres, il faut que la sécurité règne vraiment dans ces stades-là, parce qu'on se connaît rapidement, les choses sont vandalisées et puis on se retrouve encore au cas de départ. Je crois qu'il faut travailler à ce que la sécurité de ces stades-là règne. Et puis quand on prend le 22 stades
vous permettez quand même qu'on dise que c'est insuffisant. Il faut, sur 77 communes, sur 77 communes, il faut que... En fait, l'objectif, c'est un stade par commune. Par commune. Pour le moment, on est à 22. Voilà, il faut que ce quinquennat réussisse encore 22, donc ça va faire 44. On peut tirer coup de chapeau à Patrice Talon et mettre la pression sur ses successeurs pour qu'ils fassent de mieux. Alors, quand on parle de construction de stade, il y a aussi rénovation du stade de l'Amitié aujourd'hui qui est quand même selon les normes internationales. On peut être fier aujourd'hui de jouer au stade de l'Amitié. Et c'est ce que nous constatons. Même les pays voisins viennent déjà jouer chez nous. Motion de satisfaction. Absolument. Moi, je dis quand les pays de la sous-région nous sollicitent pour la finale, par exemple, de la Coupe de la Confédération. Écoutez, n'importe quel pays n'abrite pas la finale de ces compétitions continentales. Il faut le dire. Et pour avoir organisé ça, je pense que le gouvernement a pris déjà le pouls de l'organisation d'une compétition continentale. Ça, il faut le dire. Parce que nous avons accueilli deux grandes équipes du Gotha, du football africain. Et on a vu tout ce qu'il y a eu autour. Et je ne veux pas les citer ici. Parlant de la qualité de la pelouse. La première fois que moi j'ai foulé cette pelouse du stade Mathieu Kérékou, c'était pratiquement un champ de patates, je vous assure. Et j'ai longtemps pratiqué cette pelouse-là. Et je pense que le ministre également a pratiqué cette pelouse-là, puisqu'il fut footballeur. Je l'ai vu jouer dans des clubs. Il aurait pu devenir un footballeur professionnel. Je ne trahis aucun secret. Et pour vous dire que, franchement, c'est une note de satisfaction. J'ai vu le stade d'Ismaïlia en Égypte en 2019, lors de ce quart de finale qui a opposé le Bénin au Maroc. Je l'ai comparé au stade Mathieu Kérékou. Je vous assure, c'est extraordinaire. Au soir donc de cette finale de la Coupe de la Confédération, je dis, mais je me voyais pratiquement en Égypte. Je dis, ça, c'est une note de satisfaction. Et je dis, le gouvernement de Patrice Talon est en train de créer l'événement et en même temps en train de mettre la pression à ses successeurs, enfin aux gouvernants qui vont le suivre. Et pour ça, personne ne me dira le contraire. Lorsque vous allez pour les retransmissions que nous faisons souvent sur nos antennes, vous allez dans les cabines, c'est le luxe insolent. Je le dis avec beaucoup plus de satisfaction parce que il y a quelques années, ce n'est pas le cas. C'est pratiquement les chauves-souris qui sont casées dedans et ils font la loi. Mais aujourd'hui, c'est bien fait, c'est bien entretenu, c'est bien arrosé, bien taillé, tout est bien, la connexion y est. Écoutez, l'électricité, n'en parlons même pas. Moi, je manque de mots pour qualifier, n'est-ce pas, ce joyau que la sous-région sollicite. La Côte d'Ivoire a sollicité ce stade-là pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous voyez? Donc, c'est tout bénéf, c'est à mettre à l'actif donc, du bilan. Sauf que les écureuils du Bénin ne nous font pas honneur depuis que cette construction a été faite. C'est une autre paire de manches. Beaucoup d'autres choses entrent en ligne de mire par rapport à depuis la rénovation du stade, pas de victoire sur notre propre terrain. C'est vrai. Non, ce paramètre est beaucoup plus technique. C'est beaucoup plus technique si nous allons rentrer dans ces détails. Cela ne va pas en ligne de mire avec le bilan du ministre des Sports. Enfin, on peut le dire comme ça. Encore que rien n'est encore fait, rien n'est encore perdu. On verra bien. Oui, et Mathieu Koko. Oui. Non, je ne dirais pas que les écureuils n'ont pas gagné le match après parce que le stade a été rénové. Non, je crois que notre football est en construction. Notre football est en construction et puis on aura de ces moments de turbulence pour pouvoir mesurer encore un peu notre faiblesse. Ce qui s'est passé à la CAN, je crois, c'était en 2019. En 2019, ce n'était pas dit que nous sommes déjà une grande nation de football et que déjà tout est déjà rose pour nous et que non. Le football béninois est en construction, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et il faut dire que les joueurs qui étaient à cette CAN-là, quand on les voit aujourd'hui, ils ont pris de l'âge, ils ont perdu dans la performance, ils ont fait truc là. Je crois que le travail qu'il faut, c'est ça qui a déjà commencé à partir de la classe. On a plutôt fait de surestimer nos joueurs. Oui, non, je ne dirais pas qu'on les a surestimés, ils avaient la valeur juste, mais on a manqué d'humilité. On a manqué de se dire que, bon, écoutez, nous ne sommes pas encore suffisamment forts et commencer par dormir sur nos lauriers. Le travail, c'est un processus qui doit se faire sur des années données. Et c'est ça qui est en train d'être fait déjà
à travers les classes sportives Exactement. qui sont en train d'être initiées. Et à partir de là, de jeunes talents, des adolescents, des élèves vont être détectés. On va commencer par les suivre. Et quand vous voyez déjà les résultats se traduisent à partir de notre équipe U17 et U20, vous voyez ce qu'ils ont fait, toutes les sorties de ces équipes-là. C'était donc il faut un suivi. Il faut que ceux-là ne soient pas trop tôt lâchés dans la nature de l'Europe où ils vont commencer par jouer le banc et rester sans jouer pendant 8 mois. Bon, c'est vrai, on va dire qu'ils sont dans une équipe, ils sont en championnat, mais ils reviennent ici, ne sont pas en jambes. La plupart de nos joueurs, bon, est-ce qu'ils sont titulaires dans leur club? Est-ce qu'ils jouent en permanence? Donc, ce n'est pas toujours ça. Moi, je crois que là, l'État a trouvé la juste solution à travers les classes sportives et déjà, on va commencer par identifier des talents que nous allons encadrer, que nous allons former et espérer que dans 5 ans, dans quelques années, on aura une équipe A vraiment en forme qui peut affronter les grandes compétitions. Donc disons donc qu'il y a encore espoir, le stade n'a qu'à se tenir tranquille. Nous allons remporter de très très belles victoires là. Ah oui. D'accord. Boubé Baba. Moi je vais déjà commencer par encourager le ministre parce qu'à sa place je peux vraiment être un peu déçu de l'équipe nationale. L'État a mis tellement de moyens. Tellement de moyens pour que nous ayons de bons résultats, mais je voudrais nous dire que ça reste encore, comme mon président le disait tout à l'heure, nous avons quitté loin, nous n'avons pas encore l'équipe qu'il faut pour que nous espérions autant de bons résultats, ça reste encore. Et moi, au-delà des classes sportives, je pense qu'il nous faut des écoles de foot, parce que les classes sportives ne s'intéressent pas autant à l'avenir des sportifs. C'est juste pour créer des activités sportives pour les apprenants. Moi, je voudrais par exemple, comme à l'instar des lycées que nous créons pour l'agriculture, des lycées pour l'enseignement industriel, que nous ayons des lycées où quelqu'un entre déjà à partir de la 6e, on les détecte, on sait que ceux-là, on veut les former à partir de 10 ans pour qu'ils deviennent des sportifs. Le sport aujourd'hui, c'est une science. On ne va pas prendre des gens de 20 ans pour les faire sportifs, ce n'est pas possible. Et je pense que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons prendre des bois secs que nous essayons de tordre alors que c'est compliqué. Si c'est des bois mous, nous avons la possibilité de leur donner la forme qu'il faut. Et quitte à devenir le type de joueur que nous voulons. Vous pensez que les Cristiano vont commencer par jouer à 17 ans? On va prendre des gens de 17 ans que nous mettons dans nos équipes, on veut les remplacer. C'est pas possible. Je pense qu'on a échoué. Et il faut faire le point. Je pense qu'il est entouré de très bons acteurs. Ils sauront l'aider à trouver les stratégies qu'il faut pour qu'on puisse installer les instruments de détection des joueurs du bas âge, des adolescents qu'on entraîne vers le jeune âge et qui vont prendre par les U17, les U20, pour que de ces jours-là, nous ayons des gens comme Sadio Mané, que nous ayons des Cristiano au Bénin, que des gens puissent porter, vendre le nom du Bénin avec ce qu'ils font. Je pense que ça nous manque. Ça nous manque et je pense qu'on y arrivera un jour. Si vous permettez, rapidement, les classes sportives, je pense que c'est un bon projet. Hein. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Non, je veux qu'on arrive là. Exactement, non, je ne vais pas vous prêter des intentions encore moins mauvaises. Écoutez, c'est un projet franchement à saluer. Toutefois, il va falloir que le ministre pense à l'amélioration, d'accord, de ce projet pour que ça puisse vraiment porter ses fruits. Voilà. L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais il faut savoir comment l'entourer de tout ce qu'il faut en associant véritablement les acteurs qu'il faut pour que ce projet-là puisse porter. Parce que lorsque ce projet va prendre, je vous assure, le Bénin sera imbattable. Je vous assure, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on va implanter des centres, c'est vrai, on a des stades maintenant dans les différentes communes, mais lorsqu'on va implanter des centres de formation également dans ces différentes communes, écoutez, nous aurons je dirais, un vivier, ça-dit genre un creuset dans lequel, lorsqu'on va nous demander la catégorie de joueurs, on ira piocher, on n'aura plus. Vous voyez, ça dit, le ministre a bien réfléchi de mettre en place ce projet des classes sportives, mais ça souffre de beaucoup d'insuffisances qu'il faut corriger à l'avenir. Justement, je reste avec vous pour aborder l'autre sujet que le ministre a également abordé dans son émission, c'est bien sûr l'augmentation des subventions aux différentes fédérations. Par le passé, on sait ce que les fédérations reçoivent comme subventions. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement a fait beaucoup concernant différentes fédérations, mais le problème persiste toujours, la satisfaction n'est pas générale. La satisfaction n'est pas générale. Écoutez, les différentes fédérations sportives ne sont pas, je dirais, n'ont pas le même niveau d'exécution de cahier de charge. Pas la même taille non plus. Pas les mêmes tailles. Prenez par exemple l'athlétisme, c'est Maos, je vous dis.
Et là, je prends également le basketball. Vous voyez? Donc, que les fédérations qui se sentent un peu lésées par rapport aux subventions, je crois que le ministre a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là déjà. Le gouvernement, à travers le ministère des Sports, a fait. Parce qu'auparavant, on n'a guère, aucune fédération n'a des subventions. Bon, des subventions qui sont pratiquement des subventions des miettes, des dérisoires. Voilà. Négociées. Voilà, les subventions avec négociées. l'avènement des couloirs de la mort, etc., que le ministre a stoppé avec beaucoup de stratégies qui est franchement à saluer. Que les fédérations, les présidents des fédérations qui se plaignent par rapport à ça, comprennent la situation. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut que satisfaire ces fédérations ou ces fédérations qui sont satisfaites plutôt par rapport à ces subventions, qu'ils comprennent que leur niveau est plus élevé et qu'on ne peut que faire dans ce sens-là. Peut-être que ça aussi, ça dépend de la performance. Il faut avoir le courage de le dire. Ça dépend de la performance que ces fédérations-là ou les athlètes-là fournissent au niveau de ces fédérations. Et aussi, je voudrais aussi soulever un aspect par rapport à ça. Oui, très rapidement. Lorsque les gens parlent en CTM, moi, je dis, il doit avoir, ces présidents qui reçoivent ces subventions, il doit avoir un comité pour la reddition de compte. Justement. C'est important parce que c'est l'argent du contribuable. Il faut avoir le courage de le dire. Le gouvernement injecte de l'argent, mais on n'a pas un contrôle qui est fait. Du coup, on voit des présidents de fédérations qui prennent ces subventions-là, et au soir de la remise de ces subventions, c'est des voitures qu'on achète ou des motos qu'on voit, ces présidents de fédérations naguère qui n'ont pas cela, ou qui se déplacent pratiquement avec les dossiers de la fédération dans leur sac. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que des subventions, d'accord, que les fédérations sachent que le ministre sache qu'il doit avoir un suivi pour contrôler tout ceci afin de pouvoir, ceux qui payent bien les athlètes, on sait, ceux qui ne payent pas, qu'on diminue, leur fédération de moins en moins jusqu'à ce que, ils comprennent la leçon. C'est de ça il est question. Je pense, à mon humble avis. Mathieu Koko. Oui, je crois que l'homme est un éternel insatisfait. Quand on sait d'où vient donc l'état de la subvention du sport au Bénin avant la prise du pouvoir par le président Patrice Talon, on devrait normalement se réjouir. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a de ces fédérations qui grincent les dents. Mais moi, je crois particulièrement que, c'est légitime. C'est légitime quand ils pensent que, ils font plus. Mais je crois que faire plus, ce ne serait pas à être dit seulement à la bouche. Ça devrait être constaté. Constaté sur le terrain. On devait pouvoir donc le remarquer pour savoir que, ils avancent, ils ont besoin de plus de moyens, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Bref, je crois, pendant longtemps, cette subvention existait, mais c'est ceux qui sont les plus habiles et les plus futés qui arrivaient donc à l'obtenir et à passer. Ils connaissent tous les rouages. Je peux même dire qu'ils connaissent presque toutes les portes du ministère des Sports, et puis c'est eux qui l'obtenaient. L'autre chose, c'est que je crois qu'il faut féliciter en réalité le ministre en charge du sport du fait que la remise des chèques aux fédérations est rendue publique. Est rendue publique, et on sait, même les sportifs savent combien déjà leur fédération a bénéficié au titre comme subvention. Et ça les oblige, je crois que ça oblige déjà les présidents des fédérations et les dirigeants de ces fédérations-là à s'appliquer davantage pour que l'usage fait de ces ressources-là soit constaté par les sportifs donc de leur fédération. Et comme l'a dit mon prédécesseur, je crois que le moment est aussi venu pour que ces fédérations soient auditées, parce que c'est de l'argent public, parce que c'est de l'argent du contribuable qu'ils utilisent et qu'ils dépensent. Je crois qu'ils doivent pouvoir rendre compte, ils doivent pouvoir nous prouver, nous montrer comment est-ce qu'ils utilisent ces fonds-là, et puis pour que les années à venir, notre pays puisse se faire citer dans les grandes nations du sport dans le monde entier, pourquoi pas. Donc, et je crois qu'il faut forcément travailler pour une bonne gestion de ces ressources qu'on met à la disposition des fédérations.
un ordre des objectifs, des moyens. Oui. Donc je pense que c'est important de donner les moyens qu'il faut aux fédérations. Maintenant, est-ce que ces fédérations travaillent pour atteindre les objectifs? Moi, je sens ces dernières années que les fédérations que nous avons sont plus muettes, silencieuses que même le ministère. Je constate que sur le plan sportif, on constate l'activisme du ministère que même de la fédération. Je ne sais pas si je suis le seul à constater. Je voudrais vraiment inviter la fédération béninoise. Je pense qu'ils vont aux élections très bientôt. Bien sûr, en août prochain, en ce qui concerne le football. Bon, je voudrais que ceux qui vont venir, ou bien si c'est les mêmes personnes, qui travaillent à donner de la visibilité à notre football. Là-dessus, je crois que le comité exécutif de la Fédération béninoise de football donne plus de la visibilité au football. Je voudrais qu'elle fasse plus que ça. Dernièrement, j'ai senti beaucoup plus le ministère des Sports. Vous savez, en matière de gestion aujourd'hui du football, à travers la fédération, je crois que s'il fallait comparer un peu la gestion, c'est la fédération qui a connu moins de crises, c'est la fédération qui a fait plus d'expéditions, et c'est la fédération qui a aussi beaucoup plus mis les moyens à la disposition du football, des joueurs. Je le dis tout simplement parce que c'est ce que je remarque aussi. Vous savez, pas plus tard, en 2006 à 2011, vous savez combien de procès judiciaires les fédérations de football ont connu, combien de fois les présidents sont allés devant les tribunaux, je crois qu'il y a une homogénéité cette fois-ci, c'est reconnu, il faut les féliciter pour ça. Maintenant, comme vous aussi, je suis insatisfait. Je veux qu'on aille à la CAN, je veux qu'on aille à la Coupe du Monde. Je veux que la politique qui se fait au niveau du football sur le plan mondial, vous savez, je ne dirais pas que c'est une mafia, mais je dirais quand même que c'est quand même un réseau. Il faut qu'il l'intègre, il faut qu'il soit complètement moulé dedans. Bon, d'aucuns disent qu'ils n'ont pas tous le temps, mais je crois que l'équipe de la fédération, ils sont... Là-dessus, je vais éclairer votre lanterne. L'actuel président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, est désormais membre de la Confédération africaine de football. Enfin, et aussi de l'instance fêtière du football mondial, la FIFA. Quand vous parlez de réseau, c'est pour vous dire que... Il est dedans. Ah oui, je vous assure, il est dedans. Il faut qu'on en bénéficie. Oui, il faut qu'on en bénéficie. On n'a pas encore les retombées. Oui, et ce n'est que progressivement. On l'a dit tout à l'heure. Quand est-ce que nous avons installé ce comité-là maintenant? Et quand est-ce qu'ils ont intégré ces réseaux-là? Donc, donnons-leur du temps afin qu'ils prennent connaissance donc, du terrain, enfin, ils s'imprègnent. Parce que, écoutez, qu'on le veuille ou pas, combien de fois un président de la Fédération internationale de football, l'association FIFA, eh bien, est venu sur le territoire, enfin, est venu au Bénin. C'est grâce à lui. Écoutez, ça fait partie de sa diplomatie offensive. C'est extrêmement important. Bon, écoutez, c'est à son actif. Et je voudrais rappeler que le ministère, la Fédération béninoise de football et le ministère travaillent en synergie. C'est ce qui a été toujours souhaité. Mais ce qu'on ne constatait pas en son temps. Il y a toujours aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. Parfait. Voilà. Alors, on va aborder, puisque le sport, ce n'est pas seulement du football, il y a aussi le basketball qui aujourd'hui connaît une avancée salutaire au niveau national. Par exemple, la dernière actualité, c'est la signature du partenariat entre le ministère des Sports et puis la NBA. Et justement, vous avez peut-être assisté à cette séance de signature. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut partager avec les populations? Ce qu'on peut partager avec les populations, c'est quoi? Moi, je dis la vision du chef de l'État et du ministre des Sports, pour parler du gouvernement, c'est une grande vision. Voyez-vous, la NBA, c'est l'instance de la discipline, enfin, je dirais, c'est la référence en matière de cette discipline sportive. Et qu'on aille signer un partenariat avec cette instance, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que la population peut attendre de ce partenariat? Lorsque nous aurons nos jeunes enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui vont peut-être embrasser s'adonner à cette discipline et exceller dedans, ça ne va plus être, ce ne sera plus un problème pour ces jeunes-là de s'expatrier ou d'aller goûter, n'est-ce pas, à ce qui se fait ailleurs, quitte à être bien imprégné et avoir les béabas, même si ils n'arrivaient pas à disputer ou à évoluer au niveau donc
de la NBA, mais pourquoi pas aussi pourquoi en France et ailleurs. Je pense que c'est de ça il est question. Et ça, c'est un grand pas qui est fait au niveau de cette discipline. Et également, le président de la Fédération béninoise de basketball qui fait un travail. Et la compétition, le championnat est régulier. Et ça doit pouvoir drainer, ça doit pouvoir suivre. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir au niveau de ce partenariat. C'est très important. Il ne faut pas perdre cela de vue. C'est essentiel. À défaut du football, il faut aussi faire avancer le basketball. Moi, je fais partie de ceux qui ont dit qu'il faut cesser d'investir dans le foot et de penser aux autres secteurs du sport. En fait, c'est ma position. C'est ma position. C'est ma position. Parce que vous savez, il y a beaucoup de sports sur lesquels on n'a même pas de lumière. Regardez quelqu'un comme quelqu'un qui fait le combat là, qui a gagné beaucoup de trophées dernièrement. Il est allé au Nigeria. Ah oui, vous voulez parler de Clément Loko. Voilà des gens sur lesquels il faut mettre la lumière. Les sports individuels, il ne faut pas les laisser. Faut pas les laisser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine, de Noélie par exemple, qui évolue. On n'a jamais mis autant de lumière sur ces gens-là, comme on en met sur le sport, qui ne donne pas beaucoup de résultats encore. Donc je voudrais que l'État continue à mettre de lumière sur ces secteurs-là, parce que nous rêvons. Moi j'ai dit dans un passé récent que je ne vais plus suivre les matchs des Béninois sur le plan du sport, sur le plan du football. C'est quand je sais qu'ils sont en train de faire de bons résultats que j'allume ma télé. La fois dernière, je rentre à la maison, j'allume et c'est là que je vois qu'on a mis un budget. Je dis, mais c'est quelle bêtise ça? C'est à ce moment-là qu'il faut supporter. Pour la petite histoire, il y a un ami, quand le match commence, il regarde un peu, il attend, il revient. Et il voit, ils en sont hauts. Est-ce qu'il n'a pas déjà pris un but? Il fallait pas. Ils sont tellement habitués à ça. On veut vraiment que notre pays soit au rang des grandes nations. Nous voulons qu'ils gagnent. C'est tout ce que nous voulons. On ne veut pas d'autre chose pour notre pays. Le travail a commencé progressivement. Nous sommes pressés de voir les résultats. Il ne faut pas être pressé. Comme un ami qui disait aussi que il va désormais suivre les matchs de pétanque. Ah oui, que là au moins, il dit que là au moins les chances de gagner sont énormes. Comme vous l'avez dit, je crois qu'il faut que le ministère s'investisse aussi dans les sports individuels. Et je crois que bientôt notre pays va abriter la Coupe du Monde de pétanque, le 50e championnat du monde. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle. Et aussi, ça va nous permettre d'acquérir donc des infrastructures et de beaucoup aussi avancer. De toutes les façons, il faut dire que toutes les grandes nations de sport n'arrivent pas toujours à émerger dans plusieurs disciplines à la fois. Soit ils sont au football, soit ils sont dans l'athlétisme, soit ils sont ainsi de suite. Donc, puisque nous sommes en train de nous construire et que nous sommes en train de chercher nos marques, l'État a l'obligation donc de s'investir dans presque toutes les disciplines et c'est ce qui est en train d'être fait. Les classes sportives, ce n'est pas seulement au football. C'est pour toutes les disciplines. Il y a beaucoup de disciplines. Donc, je crois que ce que nous avons à faire, ce que la population a fait, ce que les parents ont à faire, c'est d'accompagner ce qui est en train d'être fait. Lorsque votre enfant est détecté et on dit, il a les qualités de telle chose, ce n'est pas le moment pour le papa de dire, non, j'ai dit, il sera infirmier. C'est docteur, il sera. Donc, et puis, ça va commencer par être un peu de choses là. Il faut que nous puissions accompagner ces projets et ça va beaucoup plus porter pour notre pays. Ok, mais merci beaucoup Mathieu Koko. Oui, on est pressé par le temps. Très rapidement, 30 secondes. Oui, 30 secondes. C'est également le ministre des Sports, en son temps que l'arbitrage a été professionnalisé. Justement, c'est le dernier sujet que vous avez abordé. Et aussi avec la création d'une chaîne spéciale 100% sport. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres sujets, mais on n'est pris pas le temps, nous devons rendre. Il y a beaucoup d'innovations. Exactement. Nous aurons le temps de revenir sur ces différentes innovations-là dans nos prochaines émissions. On n'est pris pas le temps et nous sommes déjà au thème de cette émission, le grand déballage spécial décryptage des différents passages des ministres sur l'émission Le gouvernement en action. Ça prend fin par ici. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur ETV.